1, 2, 1, 2, 3. Non, là, ça marche pas. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, on peut mettre celui-là, comme ça, on évite de harceler. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette conférence plénière de clôture des Entrepreneuriales 2021. Les Entrepreneuriales ont fêté cette année leurs 20 ans. Et pour cette conférence de clôture, à l'occasion des 20 ans, eh bien, il nous est une habitude très agréable, c'est celle d'avoir le partenariat de la tribune Côte d'Azur. Ça fait maintenant, quand on aime on ne compte plus, mais une bonne douzaine d'années que la tribune est partenaire des entrepreneuriales et qu'on produit ensemble cette conférence de clôture. Je voudrais remercier en notre nom à tous Philippine Léon, qui a pris la suite de son père à la direction de la tribune et qui nous aide tous les ans, qui nous aide sans compter et qui a rendu possible aussi cette conférence plénière. Donc, je te laisse dire un mot. Je sais que tu es attaché à cette manifestation et que cette année encore, eh bien, tu nous as amené un conférencier de grande qualité et de renom. Voilà, un mot rapide pour vous souhaiter à tous la bienvenue et en espérant que vous tirerez le meilleur de cette conférence qui va nous être proposée par Philippe de Sertine et vous redire tout le plaisir que la Tribune Côte d'Azur a chaque année à s'associer à cette manifestation, cette belle manifestation qui est un rendez-vous, je pense, incontournable de tous les entrepreneurs locaux et avec lequel, cette année, on vous a encore tous retrouvés avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Merci. Merci. Alors, c'est grâce à des partenaires comme la Tribune qu'on arrive à monter une manifestation comme celle-là et à avoir des invités de la qualité de celui dont je vais parler maintenant. Il est professeur d'économie à l'Université de Nanterre depuis 2001. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'un D2ESS de gestion, d'un DEA de finance et d'un doctorat de gestion. Il est aussi professeur agrégé des universités et enseignant à l'IAE de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé le Centre d'études et de recherche sur les organisations et la stratégie, le CEROS, jusqu'en 2009, et l'Institut de haute finance. Il a publié des ouvrages à succès comme Les nouveaux visages du CAC 40 en 2008, Ceci n'est pas une crise, juste la fin du monde en 2009, Le monde s'en va en guerre, ne sait pas quand reviendra en 2010, Le fantôme de l'Élysée en 2015, je me demande bien qui c'était, et récemment en 2021, Le grand basculement. Il est aussi chroniqueur économique et participe régulièrement à des émissions de télévision. Il est spécialiste du financement à long terme des organisations publiques ou privées, en privilégiant les marchés ou en utilisant les voies alternatives. Il est aussi l'économiste préféré de Fabrice Lucchini, qui en a fait un personnage à part entière de son dernier spectacle. Il va nous parler ce soir des grands défis de la croissance post-Covid dans un contexte de pénurie de matières premières, de produits industriels et de main-d'œuvre, d'un risque de retour de l'inflation et de montée en puissance de la Chine et plus largement de l'Asie. Je vous demande d'accueillir comme il se doit M. Philippe de Sertine. Il est là. Je l'attendais par là, il est là. Merci Philippe. Merci beaucoup. À toi de jouer. À moi de jouer. Voilà. Merci beaucoup de cet accueil. Je lance le chronomètre parce que, évidemment, nous sommes en fin de journée et j'imagine bien qu'ensuite, vous voulez partir dans les festivités qui sont prévues également. Très, très heureux d'être pour les 20 ans. Pour vous dire juste, effectivement, je participe assez souvent à une émission qui s'appelle C'est dans l'air, dont nous fêtons les 20 ans ce soir aussi. Hein, donc, je dirais, ce salon est exactement le même âge que C'est dans l'air. Alors, en fait, d'ailleurs, on ne les fête pas comme on le devait ce soir à Paris, mais on les fêtera demain si vous nous regardez à C'est à vous. On a une émission spéciale à partir de 20h30 sur les 20 ans de C'est dans l'air. Et effectivement, on a eu d'ailleurs, je dirais, une intervention de Fabrice Lucchini qui a été vibrante, formidable, enfin, entre autres, plein de gens. Alors, bien sûr, par rapport à ceux qui ont eu le courage de rester ce soir aussi tard, hein, et donc qui m'écoutent ici ou par le truchement
je dirais, de l'approche à distance. Je vais commencer en essayant de vous mettre dans ma poche, hein, c'est un peu évidemment facile, mais quand même, en vous disant, nous sommes en 2020, vous êtes des héros. C'est pas mal quand même, vous êtes d'accord, comme début c'est pas mal. Vous êtes des héros, vous êtes responsables d'entreprise, vous êtes dirigeants, vous avez créé des entreprises, vous avez créé des PME, vous avez des responsabilités quelles qu'elles soient, vous êtes des héros. Des héros de type Netflix, des héros pour lesquels aucun scénariste avant 2019 aurait pensé, osé inventer un scénario avec autant de rebondissements que ce que nous connaissons depuis l'année dernière. Je crois que vraiment il faut le dire, et quand je le dis, vous voyez, au départ je dis avec un peu de sourire, et ensuite peut-être avec un peu plus de gravité. Vous êtes des héros, et à la différence de Netflix, vous êtes peut-être un peu fatigués. Fatigués parce que ce qui se passe depuis 2 ans est absolument incroyable, absolument inimaginable. On n'a jamais vécu ça avant. Et à force, effectivement, ça a un côté fatigant. Ce qui nous remonte du terrain aujourd'hui, du terrain économique, du terrain des entreprises, c'est que, effectivement, les gens qui prennent des décisions commencent à être fatigués d'avoir à prendre des décisions dans lesquelles leur expérience, ce qu'ils ont accumulé et qui parfois leur permettent d'avoir les postes qui sont les leurs, cette expérience non seulement ne sert à rien, mais risque de les conduire à prendre des mauvaises décisions. Quand l'année dernière, ou il y a un peu plus d'1 an et demi, on disait « nous sommes en crise », nous avions plein de patrons sur le terrain de grandes, moyennes, petites entreprises qui nous disaient « la crise, je connais, je sais ce qu'il faut faire ». D'ailleurs, nous en avons vécu une importante en 2008, 2009. Donc là, nous sommes dans la même situation. Eh bien non, surtout pas. Si vous faisiez la même chose qu'en 2008-2009 l'année dernière, eh bien vous alliez arrêter vos investissements, vous alliez réduire vos équipes, vous alliez peut-être même licencier en disant il faut que l'entreprise soit maintenue en vie. C'était exactement l'inverse qu'il fallait faire. Parce que nous n'étions pas dans une crise économique. Nous étions dans l'arrêt de l'économie en raison, on va dire, d'un choc externe, c'est-à-dire d'une pandémie obligeant les États à dire « nous arrêtons de circuler, nous empêchons la circulation totale, y compris évidemment et d'abord celle des humains, et donc évidemment derrière, l'économie s'arrête ». Alors on appelle ça une crise parce que nous avons l'effondrement de la croissance puisque l'économie s'arrête, mais ce n'est pas une crise économique. Et si je fais comme dans les crises économiques, c'est-à-dire par exemple je licencie mon personnel, eh bien je me rends compte ensuite que c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en mai-juin l'année dernière, j'ai fait pas mal d'interventions, notamment par Zoom à l'époque, en distanciel complet, dans les chambres de commerce, par exemple, en essayant de dire ça, en disant vous allez avoir à gérer une croissance comme on n'a jamais vu ensuite. Nous allons avoir une période qui va être une période absolument inouïe. Et attention, une croissance à gérer, ça peut être compliqué. Pourquoi je vous dis que c'est important de vous dire que vous êtes des héros? C'est qu'en ce moment, ce qui remonte du terrain, c'est qu'on a plein de responsables qui nous disent « je ne peux même pas dire à quel point gérer une croissance à 6,7%, qui est la croissance française actuelle, c'est stressant ». Parce qu'effectivement, si je rentre chez moi et que je dis « je n'en peux plus », on va me dire « mais t'es jamais content ». Quand tu es en récession, quand on est en pandémie, je comprends qu'effectivement tu sois stressé. Là, maintenant, tu as les clients, tu ne sais plus où les mettre, c'est formidable. Je suis obligé de dire que c'est formidable. Alors qu'en réalité, c'est peut-être encore plus compliqué, encore plus angoissant à gérer que la situation de l'année dernière. Et donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes stressé et que vous ne pouvez pas le dire, ben c'est là qu'il y a du burn-out. Et il se trouve effectivement qu'on a une remontée du terrain en disant risque de burn-out de plus en plus fort. Et même burn-out qu'on commence à voir de façon de plus en plus récurrente, en disant c'est plus complètement le hasard. Et là, quand je vous dis ça, évidemment, ça veut dire que, dans ces endroits où on se rencontre, on peut parler de tout ça. C'est un endroit où on peut exprimer le fait que c'est compliqué de gérer la situation actuelle. On a le droit de le dire parce qu'on se rend compte déjà que le collègue, il est comme moi. Et on se rend compte aussi d'ailleurs que c'est quelque chose presque de légitime de dire ça. Alors pourquoi je le dis? Parce que ça permet d'éviter le burn-out et parce que du point de vue économique en France, aujourd'hui, on va avoir besoin de patrons en pleine forme. On va avoir un besoin de croissance extraordinaire parce que nous sommes dans une situation extraordinaire. Alors là, peut-être, ça mérite qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Quand on dit gestion du post-Covid, ça mérite de revenir au moment du Covid. Alors malheureusement, d'ailleurs, on se demande si on ne va pas y revenir pour de bon. C'est-à-dire, on voit maintenant la 4e ou 5e vague, on ne sait plus, on ne les compte plus, mais enfin, c'est une autre vague avec une remontée à nouveau des cas en se disant, ça y est, ça va recommencer. Souvenons-nous ce qui se passe donc à la mi 17-18 mars 2020. En fait, on s'en souvient tous, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et tous, en fait, on essaie d'oublier.
parce que c'est un mauvais souvenir. Vous savez, comme les générations avant nous ont oublié la guerre. On avait complètement ça qui était rejeté dans le lointain, parce que le cerveau humain est bien fait, quand c'est désagréable, il oublie. Souvenez-vous, peut-être si vous avez été obligé d'aller dans votre organisation, si vous avez pris la voiture dans ces jours-là, on voit une situation qu'on pensait inimaginable. Des routes vides, personne, plus un camion, plus une voiture. Des villes vides, en tout cas vides quand on était dehors, avec tous les gens dedans, mais qu'on ne voyait pas. Et ça, ce n'était pas simplement à Nice, ce n'était pas simplement à Antibes, c'est partout en France, c'était partout en Europe, c'est partout dans le monde. L'humanité, on va dire, alors j'allais dire en même temps, je vais peut-être dire en même temps, mais surtout ne le prenez pas comme un slogan politique, hein, donc c'est une expression française. En même temps, l'humanité vit la même chose incroyable, la même chose inimaginable, et les gens stupéfaits regardent sur leur écran de télé les chaînes d'information télévisées et voient partout ces images incroyables que vous voyez à côté de chez vous. À ce moment-là, évidemment, on se pose la question du point de vue économique. Dites au fait, on fait quoi ? On fait quoi à la fin du mois de mars ? On fait quoi à la fin du mois d'avril ? Vous avez dit, on arrête tous les flux, et surtout les flux humains, on arrête de faire bouger les gens, on arrête de faire fonctionner l'économie. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois de mars, à la fin du mois d'avril ? C'est-à-dire, en très clair, quand les comptes bancaires des gens vont être vides, par définition. Puisqu'il n'y a plus rien qui bouge, ça veut dire qu'évidemment, les salaires ne vont pas tomber sur les comptes des gens. Et que par conséquent, à la fin du mois, quand je vais aller payer au supermarché, eh bien, comme évidemment le système il est prévu pour fonctionner en automatique, on va me dire paiement refusé pour défaut de provision. Et ça pas une fois, 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Tout le monde va être concerné. Et ça va être la même chose évidemment pour les entreprises. Donc on dit comment on va faire là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On réunit des économistes. Par exemple, à Bercy, nous à l'époque, mois de mars, on a eu un beau cluster à Bercy. Hein, donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pour les économistes, mais quand même, quoi, un cluster. Hein, bon, bref. Donc là, vous réunissez les gens et vous dites, c'est quoi la proposition ? Première proposition, c'est celle qui correspond à l'état de guerre. D'ailleurs, vous vous souvenez, le président de la République à l'époque, à la télévision, va parler d'un état de guerre. Le président américain aussi va utiliser ce terme, qui n'était probablement pas approprié, en tout cas au moment où on se trouvait. Vous voyez, après, ça ressemble à une après-guerre, mais au moment, ce n'était pas une guerre. La guerre, c'est un moment où sur le front, il n'y a plus d'économie, évidemment, puisque là, on se bat, mais partout derrière, l'économie tourne à plein régime pour accompagner l'effort de guerre. Nous, c'était l'inverse. Sur le front, on continuait à avoir de l'activité, il fallait que les médecins, il fallait que les soignants soient là. En revanche, tout le reste était arrêté. Et donc là, effectivement, la solution de guerre, peut-être ne fonctionnait pas. La solution de guerre, c'était quoi ? C'était les tickets. Tickets de rationnement, tickets d'approvisionnement, tickets de chauffage, tickets pour payer le loyer, tickets pour les entreprises pour faire face à leurs échéances, c'est-à-dire une solution artificielle en disant l'économie est arrêtée, pour néanmoins continuer à faire fonctionner, eh bien, on utilise une solution totalement artificielle. Pourquoi finalement cette solution n'a pas été retenue ? Parce que, c'est compliqué de distribuer les tickets, surtout quand vous êtes à aussi grande échelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une grande maison, il faut avoir plusieurs tickets de chauffage. C'est un peu embêtant de dire vous êtes riche, vous avez beaucoup de tickets. Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas beaucoup de tickets. Oui, vous n'avez pas besoin, mais enfin quand même, quoi. C'est un peu compliqué de fonctionner purement avec tickets. Et surtout, ce qui fait arrêter l'expérience avant même de la commencer, c'est que les tickets sont très compliqués à reprendre. Quand on dit on arrête le mode de fonctionnement par ticket, c'est-à-dire que l'économie repart pour de vrai, en fait, il reste encore des tickets en circulation, il faut les récupérer. Vous avez des boulangers qui vont être payés en tickets et en argent quand on recommence. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est difficile. Et là, à la limite, même, ça peut être quelque chose qui va casser la croissance quand on recommence à fonctionner. Et donc, on dit, pas la bonne solution. Donc, il faut envisager une autre solution. Et on va utiliser la seule autre solution possible. On va l'utiliser avec gravité, en se rendant compte que la décision qu'on prend, évidemment, c'est une décision historique, incroyable, inimaginable, qu'on n'a jamais vue avant. Une solution dont on ne mesure pas encore qu'elle aura des conséquences psychologiques importantes. Et d'ailleurs, des conséquences que l'on continue de mesurer. C'est l'idée de dire on va faire de la fausse monnaie. J'utilise le terme, je crois que c'est important que vous l'entendiez, de la fausse monnaie. Quand vous dites qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, et beaucoup de dirigeants d'entreprise me disent mais je ne pensais pas qu'il y avait de l'argent comme ça disponible. Non, il n'y avait pas d'argent disponible. On a fait du faux argent. Bon, c'est quoi le vrai argent, vous allez me dire de l'autre côté ? Le vrai argent, c'est
un symbole, un bout de papier, un bout d'or parfois, en tout cas quelque chose qui n'est que symbolique, en face de la vraie richesse qu'on produit. La vraie richesse, c'est ce qu'on consomme, les vrais gens. D'ailleurs, il faut faire attention, parfois vous avez de la vraie richesse et de la richesse, on va dire, un peu plus bizarre. Vous voyez, si en ce moment vous avez beaucoup de fusion-acquisition, c'est pas sûr que c'est la vraie richesse. Parce que normalement, les gens ne consomment pas de la fusion-acquisition, ou alors juste quand c'est nécessaire. La vraie richesse, c'est la consommation réelle des vrais gens qui les fait vivre plus longtemps, le plus longtemps possible. Normalement, quand vous avez une augmentation de la richesse produite, j'ai 3% de croissance, je vais faire croître de 3% ma masse monétaire. Pourquoi ? Parce que quand on a de la croissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la richesse qui va être échangée. J'ai besoin de monnaie pour qu'il y ait l'échange. Il ne faut surtout pas qu'on manque de monnaie. Je sais que c'est quelque chose, c'est un concept qui nous apparaît un peu lointain aujourd'hui. On n'a jamais manqué de monnaie ces dernières années. Mais vous voyez, dans l'histoire, c'est arrivé. Attention, c'est dangereux. Quand tu manques de monnaie, c'est embêtant parce que ça arrête l'économie. Parce qu'effectivement, si j'ai plus de quoi échanger, du coup, l'échange ne se fait pas. Donc la masse monétaire, elle doit suivre la richesse créée. Donc si vous regardez bien ce qui se passe l'année dernière, si j'ai prévu d'avoir moins 14% de création de richesse, si j'avais été cohérent, j'aurais dû dire il faut enlever 14% de masse monétaire, puisque je vais avoir de l'échange en moins. Sinon, je vais avoir un vrai problème sur la monnaie. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On dit même l'inverse. On dit puisque nous sommes avec un arrêt obligatoire de l'économie, on va, autant qu'il en faudra, j'ai failli utiliser une autre expression, vous avez peut-être compris, quoi qu'il en coûte, oui, c'est bien celle-là. Oui, c'est pas tout à fait pareil d'ailleurs. Hein. Autant qu'il en faudra, ça reprend un peu l'expression de Mario Draghi, qu'il avait utilisée en 2012 pour l'euro. Quoi qu'il en coûte, c'est plus lourd hein, en fait. Hein. Vous voyez, ça veut dire que ça va coûter quelque chose, on est d'accord. Enfin non, on n'est pas d'accord d'ailleurs parce que personne n'entend ça aujourd'hui. Quoi qu'il en coûte, on dit il faut continuer, quoi qu'il en coûte. Non, mais tu as compris que ça va coûter. Enfin, que ça doit coûter à un moment donné. Oui, mais tant qu'on n'y est pas, c'est pas grave. Oui, mais à un moment donné, ça va arriver. Peut-être qu'on n'en est pas si loin. Donc autant qu'il en faudra, quoi qu'il en coûte, on va émettre de la monnaie pour que personne n'ait la carte bleue refusée. Enfin, personne, quand je dis la carte bleue, peut-être justement, enfin la carte bancaire, c'est peut-être un peu trop limitatif pour qu'aucune entreprise, par exemple, ne se retrouve en cessation de paiement. Bon, on va en France y aller vraiment, si je puis dire, je ne sais pas, franco, oui, le terme pourrait convenir. On va y aller franco, c'est-à-dire que non seulement on va avoir vraiment aucune entreprise en cessation de paiement, mais on va avoir même un effondrement des faillites. Alors qu'on disait on va être en crise, non seulement on n'est pas en crise du tout, mais on a été même dans une situation qu'on n'avait jamais vue. Bon, un peu bizarre, hein, on est d'accord, situation artificielle. On va dire que pour bien représenter la chose, vous voyez, si vous avez le petit dernier qui dit « Papa, maman, c'est quoi ce qui s'est passé l'année dernière ?» Vous allez lui dire « On va jouer au Monopoly Covid. » Le Monopoly Covid, ça veut dire que tu lances les dés normalement, mais à la banque, là, tu sais, là, c'est papa ou maman qui tient la banque pour savoir combien tu vas avoir à chaque tour ou combien on va te prélever. Ben là, tu as mis une photocopieuse. Et tu vas voir la photocopieuse qui va tourner, quoi qu'il en coûte, autant qu'il en faudra. Et quand on dit, évidemment, la photocopieuse, tant qu'à faire, on ne l'utilise pas pour les payer de 100 ou 200. On fait que du billet de 50 000. Tu tombes sur la case Champs-Élysées, 3 hôtels, tu as besoin de combien ? 5 billets de 50 000, on t'en donne 6 au cas où, puisque de toute façon, la photocopieuse tourne, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Oui, on rigole, hein, mais c'est bien ce qu'on a fait, nous, Français, hein, en disant, vous êtes sûr, vous voulez pas un petit prêt supplémentaire ? Parce que là, comme l'État garantit, honnêtement, c'est open bar. Donc les gens ont dit, oui, je viens. Donc à l'INSEE, on est en train de regarder hein, les bilans aujourd'hui, on dit, c'est normal là, qu'il y ait autant de cash dans les boîtes quand même, c'est beaucoup. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas du bénéfice nécessairement, puisqu'il n'y avait plus de vente. Il n'y avait plus de vente, il n'y avait plus de charges, mais il y avait l'argent qui tombait. Donc on voit les bilans qui ont monté en disant, oulala, mais il y a vraiment beaucoup d'argent. Oui, non mais attention. Du faux argent, on est d'accord. Il n'y a pas de richesse en face. C'était juste parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de cessation de paiement. Il ne fallait pas qu'il y ait d'arrêt des paiements. C'était juste ça le problème. Donc là, effectivement, nous nous retrouvons avec une situation qui est une situation bizarre, où nous avons créé un déséquilibre. On est d'accord qu'il n'y avait pas 36 solutions, il n'y en avait que 2. Les tickets ou ça. Mais ça veut dire qu'effectivement, maintenant, il va falloir le gérer. Alors quand on dit qu'il faut le gérer, vous avez parfois un certain nombre de responsables, y compris de dirigeants politiques. Bon, je ne sais pas s'ils sont toujours de bonne foi, peut-être en fait, ils n'ont pas bien compris. Ils ont cru qu'on avait mis des tickets. Ils disent, c'est simple, il faut reprendre l'argent qu'on a mis. Oui, non, les tickets, tu les reprends, parce qu'il y a marqué ticket, donc tu peux dire, vous me ramenez les tickets, maintenant ça ne marche plus. Le principe, quand tu fais de la fausse monnaie, c'est qu'elle ressemble à la vraie. Parce que sinon, si ça ne ressemble pas à la vraie, ce n'est pas de la monnaie, c'est du ticket. Enfin, tous ceux qui, dans la salle, ont déjà imprimé des billets de banque savent bien qu'il faut les imprimer des 2 côtés.
J'espère que ceux qui rient ne sont pas ceux qui l'ont fait. C'était un exemple que je prenais. Mais oui, si tu imprimes le billet de banque d'un côté, le boulanger ou le pharmacien, il va te dire non, tu ne me paies pas avec ça, c'est pas de l'argent. Le faux argent, par principe, il faut vraiment qu'on le confonde avec le vrai. Il faut que tu ne te rendes pas compte que c'est du faux. Donc là, quand tu es en train de dire on va reprendre, tu vas reprendre quoi? Tu vas reprendre de l'argent qui ressemble au vrai en disant mais ça c'est du faux. Alors effectivement, ce serait possible, la Banque centrale qui dirait, bon, en fait, il y a une partie qui est faux, je vous le dis, mais donc je la reprends. Et là, bien sûr, vous allez lui dire, mais vous êtes sûr de combien vous reprenez? Assez, pas assez? Il y a encore du faux argent là dans l'économie, vous êtes sûr que vous avez tout? Ou alors vous n'en avez pas enlevé trop par hasard, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un manque d'argent. Ce que vous êtes en train de dire, si vous commencez à dire, on reprend la monnaie d'avant, vous êtes en train de dire, fondamentalement, il y a eu de la fausse monnaie. Vous êtes en train de le dire officiellement. Bon, si vous êtes venu à la conférence à Nice ce soir, vous le savez. Mais on n'est pas nombreux. Enfin, aussi, on est nombreux quand même, mais pas tant que ça, je veux dire, par rapport à l'échelle mondiale. Parce que si tout le monde se dit qu'il y a de la fausse monnaie, le problème, c'est que les gens commencent à se dire, mais ça vaut quoi, au fait, la monnaie que j'ai? J'ai eu de l'épargne du fait du Covid. Oui, d'accord, mais au fait, c'est quoi ce que j'ai? C'est des vrais euros ou des faux euros? Si je commence à me poser cette question, alors là, vous cassez un mécanisme extrêmement important dans l'économie. Vous cassez le mécanisme de confiance. Je n'ai plus confiance. Et du coup, j'ai peur. Et quand j'ai peur, je fais quoi? Je dis je ne veux pas garder ces faux euros, je les transforme en quelque chose de réel. C'est quoi le quelque chose de réel? C'est de l'or. Ah tiens, l'or est très haut. C'est du bitcoin. Ah bah oui, parce que ce n'est pas de la monnaie traditionnelle, ce n'est pas de la monnaie qui a été créée n'importe comment au moment du Covid. C'est des maisons, ça c'est concret. Je veux dire, bah ça, au moins là, j'ai quelque chose. C'est jamais de l'entreprise, on va dire, qui produit de la richesse. Pourquoi? Parce que quand je vais investir dans une entreprise qui produit la richesse, elle va me dire, vous inquiétez pas, si vous avez investi, vous aurez de la richesse en échange. Et vous dites, mais c'est-à-dire? Bah, vous aurez de la monnaie. Ah, pop, non, ça ne m'intéresse pas, la monnaie, je sais qu'il y en a plein de fausses, donc je ne sais pas ce que tu vas me redonner. Si tu recycles de la fausse monnaie, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, quand il n'y a plus confiance dans la monnaie, vous investissez plus dans les entreprises normales. Celles qui cherchent à dire, tu as un investissement et en face, tu auras un retour sur investissement. Oui, ça c'est de la technique, c'est de la finance. Tu mets de l'argent, tu auras de l'argent. Ah oui, non, mais là c'est la réalité. Si tu me parles d'argent, ça veut dire qu'il y a du faux, ça veut dire que ça ne m'intéresse plus. Si tu casses la confiance, que tu commences le jeu à dire on va reprendre la fausse monnaie, tu es en train de casser le mécanisme de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu casses le mécanisme d'investissement. Ça veut dire que tu n'as plus de croissance à long terme, que tu peux avoir un énorme problème économique, une crise beaucoup, beaucoup plus grave que celle qui a pu commencer jusqu'avant. Parce que ça, c'est une crise durable. Quand on n'investit plus, ça veut dire qu'on casse les mécanismes de fonctionnement à long terme des entreprises. Donc on ne doit pas jouer à ça. Donc tous ceux qui proposent ça, super dangereux. Tous ceux qui proposent ça, ça veut dire évidemment que vous commencez à rentrer dans une logique où tout le monde perd confiance en la monnaie, ou donc par conséquent, la valeur de la monnaie s'effondre. Comme par hasard, vous voyez, tous les endroits où il y a de la monnaie qui est prête à être investie, ça s'appelle de l'épargne, sont les pays qui tremblent beaucoup là-dessus. Pour pas les citer, les Allemands, par exemple, sont très très nerveux sur cette question-là. En disant, oui, attention, la fausse monnaie, on sait ce que ça donne dans le passé, c'est-à-dire c'est l'effondrement de la confiance. Oui, on a connu ça dans les années 20 du XXe siècle. Pourquoi ils s'en souviennent très bien? Parce que les gens qui ont été ruinés à ce moment-là, eh bien, ils ont voté consciencieusement pour Adolf Hitler en 1933. Évidemment, on sait comment ça finit. C'est pour ça que tout le monde est un peu nerveux, parce que quand vous commencez à avoir une perte de confiance dans la monnaie, un, vous perdez l'investissement, mais deux, vous risquez d'avoir aussi la ruine de tous les épargnants, et la ruine des épargnants, politiquement, ça finit mal. Donc évidemment, on ne doit pas jouer à ce jeu-là. Sauf quand vous voulez que les gens qui votent pour vous n'aient pas d'épargne du tout, si vous réfléchissez, vous allez voir qui c'est qui propose. Vous allez dire, oui, les gens qui sont totalement pauvres, évidemment, ils s'en fichent quand ils n'ont pas d'épargne, mais sauf que vous allez aussi ruiner les épargnants et vous risquez d'avoir des mécanismes économiques vraiment compliqués. Quand je dis mécanismes économiques et politiques vraiment compliqués. Donc la seule solution, quand on a créé la fausse monnaie, c'est de la transformer en vraie. La seule solution pour transformer la fausse monnaie en vraie monnaie, c'est de mettre de la richesse en face. C'est revenir à mon équation tout à l'heure, simple, en disant monnaie égale richesse. C'est-à-dire, en fait, c'est richesse égale de la monnaie, du symbole. Tu as créé de la fausse monnaie, tu dois créer beaucoup de richesse en face. On est d'accord, ce n'est pas une période normale. On a, grosso modo, en France, vous voyez, injecté 500 milliards l'année dernière. 500 milliards quand même, c'est pas rien. C'est 1/5 de ce qu'on produit tous les ans. On aurait dû en enlever, donc si vous rajoutez, on aurait dû enlever 200, 300 milliards qu'on n'a pas enlevés. On rajoute 500 supplémentaires. En fait, on continue à rajouter un petit peu depuis, parce que quand même, quoi qu'il en coûte, on dit, bah oui, mais il y a des endroits qu'il faut continuer.
Donc vous n'êtes pas loin de 700, 800, 900 milliards qu'on a créés là en 2 ans de fausse monnaie. Surtout qu'en France, honnêtement, on était quand même avec déjà une certaine inadéquation entre la monnaie qu'on créait et la richesse qu'on créait réellement. Si vous voyez ce que je veux dire, on est quand même un pays de déficit au pluriel, donc ce qui veut dire bien qu'on était avec un petit déséquilibre du système. Le déséquilibre qu'on rajoute l'année dernière, c'est un déséquilibre monumental en 1 an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de l'économie, en ce moment, il fait le tour des différents endroits de France où il rencontre des chefs d'entreprise. D'ailleurs, il dit « je suis très très populaire », il a raison, hein, quand vous avez une photocopieuse en tant que ministre de l'économie, vous êtes très populaire. Probablement que quand on va enlever la photocopieuse, ce sera moins facile d'avoir le poste. Je le dis au passage, hein, pour ceux qui seraient candidats pour les 5 ans qui viennent. Parce que là, effectivement, quand il va falloir rééquilibrer le modèle, c'est moins drôle. Quoi qu'il en coûte, on y est. Et qu'est-ce qu'on demande pour que ça ne coûte pas trop cher? S'il vous plaît, créez de la richesse. Créez de la richesse. Beaucoup de richesse. Normalement, avec l'engagement des responsables politiques, mais ça, c'est pas gagné, de dire, pendant ce temps-là, évidemment, c'est peut-être pas complètement le temps normal, évidemment, je ne dois pas créer de monnaie. 3 petits points, je le dis autrement, normalement, je ne dois pas créer de dette. Puisque sinon, si je recrée de la dette, qui est de l'équivalent richesse, je continue à déséquilibrer le système. On est d'accord, hein, que là, on sent bien, en période pré-élection présidentielle, qu'il y a beaucoup de candidats qui disent débranchez pas la photocopieuse, je pourrais m'en servir assez rapidement. Hein. Ah oui, créer de la monnaie, dire je vais augmenter tout le monde d'ailleurs, j'augmente le SMIC, j'augmente les soignants qui ont été en première ligne, j'augmente les commerçants, j'augmente les industries, j'augmente qui veut. Non, t'augmentes pas. T'as quoi comme richesse en face? Non, mais j'ai pas de richesse, ça, je m'en fous, je mets la photocopieuse. Après la richesse, on va la rééquilibrer. Non, attention, là, tu risques de commencer vraiment à casser la confiance dans ta monnaie. Et là, fais attention, parce que ça finit pas bien, ce truc-là. Ah oui, non, mais ça, une fois que je serai élu, on verra ça. Oui, non, méfie-toi. Parce que même une élection à 6-8 mois, c'est déjà long. Et on commence déjà à sentir des tensions. Ah oui, parce que, évidemment, maintenant, il faut parler des tensions. On vous a vendu, on vous a dit, le discours que je vais vous tenir aujourd'hui, il est super optimiste, vous allez sortir regonflé à bloc. Mais pour que vous me croyiez quand vous êtes regonflé à bloc, il faut quand même que je vous raconte la vraie vie avant, qui n'est pas forcément rigolote. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez de la fausse monnaie dans un système, mais beaucoup de fausse monnaie, et quand vous commencez à avoir une sorte de perte de confiance implicite, 6-8 mois, ça va vite, mais 6-8 mois, en fait, c'est très long. Pourquoi? Parce que les vrais gens sur le terrain, ils s'interrogent. Vous voyez, on va revenir dans l'histoire, on va prendre un exemple autrefois. Quand vous aviez le comté de Provence, qui était autonome, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le comte de Provence, il battait monnaie. Donc en fait, sa préoccupation, c'était fournir de la monnaie, du symbole, du truc qui vaut rien, à ceux qui faisaient de la richesse dans son comté, pour qu'ils puissent échanger. À l'époque, vous voyez, c'est 98% de ce qu'on faisait, c'était agricole. Imaginons une année, le comte, il émet beaucoup plus de monnaie que d'habitude. Là, à ce moment-là, vous aviez les paysans, donc ceux qui faisaient la richesse, qui échangent entre eux en disant, dis donc, tu as fait une bonne récolte, toi, cette année? Ah non, comme d'habitude. Et toi? Bah non, moi aussi. L'autre, qui a une vache, il a dû avoir 3 veaux, sans doute. Ah non, un veau, comme d'habitude. Mais pourquoi l'autre, il nous envoie de la monnaie comme ça, alors? En général, d'ailleurs, c'était toujours pour la même raison. C'était pour financer la guerre. Donc, ils disent, mais ils nous envoient de la monnaie alors qu'on n'a pas créé de richesse. Donc, il y a trop de monnaie, là. Donc, ça veut dire que quand moi, je vais me dessaisir de ma vraie richesse, j'ai produit de la richesse, ça m'a coûté du travail, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de la fatigue. En face, on me donne un symbole. Si on me dit, mais le symbole, il vaut moins cher, je fais quoi? J'augmente les prix. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir le dérèglement sur la monnaie, c'est les vrais gens qui produisent la vraie richesse qui te disent, je ne veux pas me faire avoir là. J'augmente le nombre de monnaies que je vais avoir, parce que dedans, s'il y a du faux, je préfère avoir un prix plus élevé. Puis en général, d'ailleurs, dans ces cas-là, tu dis, bon, je ne sais pas combien, c'était à 50, il faudrait que je passe à 60, on ne sait jamais, je passe à 70. On va plutôt avoir tendance à augmenter les choses. On va dire que quand tu as un univers de fausse monnaie, il est fondamentalement inflationniste. Il fait monter les prix. Là, il se trouve évidemment, pour ça que je vous disais qu'il y a quand même urgence à ce qu'on rééquilibre le système, que ça ne tombe pas bien, on a beaucoup de facteurs très très inflationnistes en ce moment. Alors, le premier facteur, évidemment, il est associé au mode de fonctionnement qu'on a eu, c'est-à-dire un truc incroyable, on arrête tout. On arrête tout, ça veut dire par exemple que les gens qui produisent du pétrole et du gaz, ils ont tout d'un coup eu les commandes qui se sont effondrées l'année dernière. Alors, ils ont fait comme ils font d'habitude, dans ces cas-là, ils remplissent les réservoirs. Mais vraiment à fond, complètement, jusqu'en haut.
Puis, effectivement, les commandes n'arrivent toujours pas. Ils disent, bon, bah, on arrête les pompes, hein, parce que là, effectivement, ça ne sert à rien. Voire même, vous avez eu sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, sur l'océan Indien, les pétroliers qui tournaient plein. Ils étaient pleins, ils attendaient, personne ne voulait, en disant, mais on n'a pas la place, personne ne veut consommer. Donc, le prix du pétrole tombait. Et donc, les producteurs de pétrole et de gaz disaient, on attend. Et oui, mais sauf que tout d'un coup, ça repart. On n'est pas en crise habituelle. Quand ça repart, tout d'un coup, tout se vide à toute vitesse. Les pétroliers doivent proposer leur pétrole à toute vitesse et on n'arrive plus à fournir. Et quand on n'arrive plus à fournir, bah, ça fait monter les prix. Ah, autre facteur inflationniste. Vous voyez, ça n'a rien à voir là avec la monnaie, c'est juste que tout d'un coup, on se retrouve dans une grosse pénurie. Parce qu'on n'a plus assez d'énergie par rapport à la reprise de l'économie mondiale. Le monde entier vit la même chose en même temps. Et donc sollicite tous les pétroliers, tous les gaziers, tous les fournisseurs d'énergie qui n'arrivent pas à fournir, tellement la reprise économique est très forte et tellement ils se sont arrêtés de produire avant. Après, vous avez d'autres éléments qui sont venus. C'est-à-dire, par exemple, sur les énergies renouvelables, ça ne tombe pas bien, là vraiment on n'y peut rien, ce n'est pas lié au Covid, on n'a pas eu de vent, on n'a pas eu de soleil. L'électricité, pas terrible. Et donc, il en manque. Donc les prix montent. Toujours pareil, dans le coup de pas de chance, on a eu un hiver froid en 2021 en Europe. Du coup, on a bouffé tout notre gaz au moment où ça recommençait. Bah, ça tombe pas bien parce que justement, il nous manque du gaz. Toujours, quand on regarde, alors là, ce n'est pas complètement un phénomène naturel, mais on a la Russie qui prévoyait d'ouvrir son Nord Stream 2. Et la Russie sent qu'avec le reste de l'Europe, parfois, bon, c'est un peu compliqué. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, malheureusement, on risque de voir un tout petit peu rapidement quand on est en Ukraine en ce moment. Mais donc, en disant, pour que les gens aient envie d'acheter, ça c'est évidemment le vendeur avec le nouveau produit, ayant envie d'acheter mon Nord Stream 2, je vais plutôt couper les robinets avant. Ben oui, mais ça tombe mal, c'est-à-dire que les stocks ne se constituent pas. Donc on est toujours avec un manque, avec une pénurie. Donc les prix qui montent de plus en plus. Et puis on continue comme ça, effectivement dans tout un tas d'éléments. On est année Niña. Niña, ça veut dire quoi? Ça veut dire mauvais courant sur l'Atlantique, sur l'ensemble de l'Atlantique, qui signifie quoi concrètement? Mauvaise récolte. Le prix du blé explose parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, encore inflationniste. Et puis évidemment, dernier élément peut-être le plus important, c'est le fait que la reprise très très forte, elle nous amène en pénurie de semi-conducteurs, en pénurie de matières premières, donc montée des prix, donc élément inflationniste, et surtout pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est vrai que nous, Français, vous, chefs d'entreprise, tout d'un coup, vous êtes confrontés à quelque chose qui est complètement, on va dire, différent de ce qui était notre tradition. Enfin, notre tradition, pas drôle d'ailleurs, depuis 50 ans, c'est de dire on a du chômage. Sans arrêt, quand vous parlez d'un projet, on dit combien d'emplois ça crée. Là, il y a une semaine, sur les Échos, on a la une des Échos, on lance la filière hydrogène, 100 000 emplois. Oui, ça c'était le raisonnement, on va dire, des années 2010. Super, ça crée des emplois. En fait, les gens de la filière hydrogène, ils vous disent 100 000 emplois si on les trouve. Parce qu'on est pratiquement sûr qu'on ne va pas les trouver. Qu'un des problèmes qu'on va avoir pour développer la filière hydrogène, c'est qu'on n'a pas de gens pour mettre dedans. Et ça, effectivement, on le voit partout. Sur le terrain, depuis les gens les plus diplômés jusqu'aux gens pas diplômés, il n'y a personne, ou il n'y a plus assez de monde par rapport aux besoins économiques. Et quand il n'y a pas assez de monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait monter les salaires. Et donc là, plus vous faites monter les salaires, on est d'accord, plus vous faites travailler des gens qui font la même chose qu'avant, à un prix plus élevé, donc vous êtes dans un système inflationniste. Vous voyez, si je prends un exemple parisien, donc qui va vous parler quand même, enfin peut-être qui va même vous faire rire quand je suis ici, Neymar, le joueur de foot, il est payé beaucoup plus cher qu'à Barcelone, donc vous faites un système inflationniste, alors qu'il fait la même chose, voire même il en fait un peu moins, enfin quand on voit le Magier. Donc là, vous voyez, c'est typiquement le truc où c'est pas bon, quoi. Vous avez besoin de plus de monnaie pour faire tourner un club de foot, et en réalité, il fait toujours la même chose qu'avant. Ben ça, c'est pas bon, c'est inflationniste. Donc on va dire c'est à cause de Neymar et de Paris Saint-Germain, si on est inflationniste, je suis d'accord avec vous. Au passage, quand même intéressant, juste comme ça pour l'anecdote, Messi, qui fait la même chose que Barcelone, moins, mais coûte beaucoup plus cher, il est payé en crypto-monnaie. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire c'est un émir, enfin c'est en tout cas un État gazier, énergétique, qui tente pour la première fois de créer une autre monnaie dans un club de football qui lui appartient. Juste comme ça, pour voir. Vous voyez, il paie en disant peut-être là, étant donné les problèmes qu'on a sur le restant des monnaies, ça vaudrait la peine d'essayer peut-être une petite tentative pour voir. Donc Messi a accepté d'être payé en crypto-monnaie et pour le moment, il n'a pas à le regretter puisque la crypto a plutôt tendance à augmenter. Bon, juste au passage, comme ça, vous voyez, dans le contexte dans lequel nous sommes. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons vraiment une pression inflationniste de plus en plus forte. Alors, la grande hypothèse sur laquelle nous sommes, c'est que ça ne va pas durer.
en disant c'est juste le moment où le moteur se remet en route, tu vois, on a vidé les stocks de gaz, après on les reconstitue, tout ça va bien, d'ailleurs tu vois, le prix à la pompe commence à baisser. Pourquoi tout le monde est en train de dire ça? Pourquoi on ne peut pas dire autre chose? Et vous, en tant que chef d'entreprise, nous en France, on comprend très bien le problème, c'est que si je dis autre chose, si on dit que l'inflation risque de devenir quelque chose de plus pérenne, il faut que... Je vous écoute? Non, vous ne voyez pas, hein, pourtant vous êtes bien français, vous devriez, c'est normal, on oublie les choses désagréables. Il faut augmenter les taux. Eh oui, quand vous êtes très endetté, c'est embêtant d'augmenter les taux. Enfin, vous allez me dire, mais non, c'est super, l'inflation, mes parents, ils ont payé leur maison comme ça dans les années 60 ou 70. Oui, parce qu'ils avaient emprunté une fois, hein, et qu'ils avaient leur salaire qui montait grâce à l'inflation. Mais en France, on rembourse de la dette par de la dette. Donc si tu augmentes les taux, ça veut dire que tu paies de plus en plus aux financiers, de moins en moins aux autres. Et donc c'est pour ça que nous, on est très nerveux en disant non, il n'y a pas d'inflation durable, c'est juste une petite inflation pendant quelques temps, mais qui ne va pas durer. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle dure. D'ailleurs, il ne faut pas que les taux augmentent. D'ailleurs, on vous dit sans cesse, les taux vont rester bas longtemps, on vous jure. Oui, jurez pas trop quand même. Parce qu'évidemment, là, quel est le risque? C'est que l'augmentation des salaires produise une inflation incrémentale, qui va s'auto-nourrir. En clair, vos salariés qui demandent l'augmentation de salaire en ce moment, disent mon pouvoir d'achat a baissé. Donc je veux que tu m'augmentes mes salaires. Quand ils vont aller au supermarché et qu'ils vont acheter les brugnons à 25 € le kilo, ouais, mauvaise récolte de brugnons, mais le pain qui risque d'augmenter, attention, le pain qui augmente, oula là, ça c'est dangereux, hein, il augmente très très fort en décembre 88, 1788, si vous voyez ce que je veux dire. Les gilets jaunes, évidemment, on a compris ce que ça voulait dire ici. Hein. Donc là, le pétrole comme le pain, c'est pas bon quand ça augmente trop fort. Le salarié qui dit, mais tu m'as augmenté, mais mon pouvoir d'achat baisse. Donc s'il te plaît, augmente-moi davantage. Si tout le monde fait ça en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prix vont augmenter. Et que le salarié qui a dit « augmentez-moi parce que je perds en pouvoir d'achat », plus on l'augmente, plus on fait monter les prix, plus on fait monter les prix, plus le pouvoir d'achat baisse, plus on est obligé d'augmenter les salaires. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Le truc qu'on n'a pas connu, nous, dans nos générations, que les générations d'avant, effectivement, avaient vu en horreur, et que nous, on a complètement oublié. Jean-Claude Trichet, ancien patron de la BCE, qui m'a fait l'amitié de participer à un des livres que j'avais piloté l'année dernière, a cette formule lapidaire en disant « l'inflation, c'est comme le dentifrice, quand tu le sors du tube, tu ne le fais plus rentrer hein ». Donc effectivement, on n'est pas loin de ça en ce moment. Et donc là, effectivement, la question, c'est de dire « ouais, ok, mais alors à quel moment on va avoir augmentation des taux ?» Parce qu'augmentation des taux, c'est embêtant, ça fait coûter la tête de plus en plus cher. Et ensuite, évidemment, deuxième ciseau, ça vous casse l'investissement à nouveau. Alors là, moi, j'entends bien les discours. Hier, j'étais avec des gens, non, mais les taux ne peuvent pas bouger. Oui, les taux ne peuvent pas bouger, oui, tu rigoles là. Parce que l'inflation à 6% aux États-Unis, ça veut dire que la Fed, la Banque centrale américaine, elle est déjà en train d'augmenter les taux. Et quand elle augmente les taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rémunères beaucoup les gens qui ont du dollar. Ça fait quoi en ce moment, du point de vue très concret? Ça fait monter le dollar par rapport à l'euro. Du coup, les Européens, ils sont contents, ils disent « Waouh, on exporte beaucoup parce que du coup, l'euro est pas cher. » Oui, les Américains, très très vite, ils vont dire « Oh, on arrête de jouer là, tu as de l'inflation aussi, s'il te plaît, augmente tes taux. » Ah non, je ne peux pas les augmenter, les Français ne veulent pas. Ah oui, non, mais on va vraiment peut-être t'expliquer de façon plus claire. Si tu n'augmentes pas les taux, on pète le commerce avec toi. Hein, tu es d'accord? Attention, le commerce dollar, tu en as besoin. Le dollar, tu l'utilises pour tout. Ah oui, non, d'accord, j'ai compris, j'augmente les taux. C'est-à-dire que quand tu as de l'inflation qui commence, par exemple aux États-Unis, il ne faut pas croire que ça ne va pas nous arriver dessus. Ça va nous arriver notamment par le biais des taux d'intérêt. Donc en clair, très très clair, quand vous êtes très précis, je fais quoi là moi avec votre discours? 1, si vous avez des investissements à faire, il faut le faire vite. 2, si vous avez des emprunts, vous me bloquez les taux. J'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle qui vont me dire tu me casses le boulot là. Mais néanmoins, là, c'est en urgence qu'il faut évidemment envisager ça. Parce qu'on est dans une situation où peut-être j'aurai tort. L'inflation va s'arrêter. Donc, allez, là c'est enregistré, vous voyez, j'ose quand même. Hein. Peut-être j'aurai tort. Mais sincèrement, si vous devez parier, suivez quand même plutôt mon avis. Et parce que si ça augmente, vous serez très content d'avoir eu des taux qui auront été bloqués. Si on vous dit, on te met un taux plus bas, mais un peu variable, vous dites, hop, 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 j'y étais à la conférence à Nice. Non, non, du taux fixe, même un peu plus élevé. Je préfère, excuse-moi. Si vous avez de l'investissement à faire, n'hésitez pas, l'argent, il y en a partout. Hein. Et on a dit, il y a de l'argent gratuit partout. Mais cet argent gratuit, vous l'utilisez pour l'investissement et vous le bloquez à taux faible, parce que l'inflation arrive. Alors évidemment, quand on est en train de dire ça, on est d'accord que c'est un tout petit peu déprimant.
Et donc on est d'accord aussi que ça veut dire que non seulement vous ne devez pas être déprimé, parce que n'oubliez pas, vous avez un danger de burn-out déjà dans la salle, mais qu'en plus on n'a pas besoin du tout d'avoir des chefs d'entreprise qui arrêtent de créer de la richesse. Vous devez créer beaucoup de richesse, vous devez créer le maximum pour pouvoir justement contrer cet effet déséquilibrant de l'inflation. Comment ? En faisant rentrer la richesse de l'extérieur. Ça veut dire quoi, rentrer la richesse de l'extérieur ? Toujours j'utilise des termes, là vous dites, mais il n'est pas clair. Ben si, alors c'est très clair. C'est exporter. On doit exporter, exporter, exporter. Avant, en 2019, ce n'était pas vrai d'ailleurs, mais on disait, on peut se permettre de se fonder sur la consommation intérieure en France. Maintenant, vous oubliez ça. Maintenant, il faut y aller à fond sur l'exportation. L'exportation, c'est faire rentrer de l'argent. Faire rentrer de l'argent, ça veut dire évidemment vendre vos produits à l'étranger. Vous avez des produits formidables, vous les vendrez à l'étranger. Ou vous avez des produits formidables en France, vous les vendez à des étrangers qui viennent chez nous. Le tourisme qui fonctionne avec du français, c'est du pipeau. Ah, vous allez me dire, mais non, on a eu des très bons chiffres au tourisme l'année dernière. On était très contents, la filière est très contente. Oui, super, tu as fait tourner du faux billet de Monopoly. Ah oui, les Français qui avaient de l'épargne, ils viennent le dépenser en France. Oui, super. Mais est-ce que tu as commencé à rééquilibrer ? Non, rien du tout. Tu fais tourner, tu communiques le faux argent un peu partout. C'est même encore plus dangereux. Non, ce qu'il faut, c'est avoir de l'étranger qui vient dépenser sa richesse. Je veux du chinois, je veux du japonais, je veux de l'américain dans tous les hôtels de Nice et sa région. En clair, les hôteliers d'ici, les restaurateurs, quand on vous téléphone pour une réservation, vous posez la question, vous êtes français ? Non, il n'y a plus de place. Clac, et vous attendez l'étranger. Le reste, on s'en fout, de toute façon, l'argent, c'est du faux, donc vous n'en voulez pas. Vous voulez que de l'étranger, c'est de ça dont on a besoin. On est d'accord que vous écoutez déjà les messages radio de Bercy, ils sont en train de vous raconter ça. Ils sont en train de vous dire, pensez à aller à l'étranger, et ils commencent à vous secouer en disant, on a vraiment besoin que vous y alliez. Alors ils ne disent pas comme ça, enfin vous voyez, les messages publicitaires sont beaucoup plus positifs. Vous avez pensé à aller à l'étranger, il faut y aller ensemble et tout, on va vous aider. Oui, parce qu'effectivement là c'est super urgent. On est d'accord que ça ne tombe pas bien, nous Français, on a Airbus qui ne marche pas bien et le tourisme qui ne marche pas bien. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a un déficit du commerce extérieur. Ça veut dire que c'est non seulement pas un rééquilibrage du modèle, mais un déséquilibre supplémentaire. J'ai mis 500 milliards, si j'ai 90 milliards de déficit, c'est 90 milliards qui se rajoutent aux 500 milliards de fausses monnaies. En clair, j'ai de la monnaie qui a été transformée en de la richesse réelle de gens dont j'avais besoin, et je leur ai donné. J'aurais donné la mienne, parce qu'évidemment, eux, ils ne voulaient pas de fausses monnaies, ils voulaient de la vraie richesse que moi j'ai créée. Donc là, ça veut dire que j'ai encore plus déséquilibré, plus je suis avec de l'importation supérieure à l'exportation. Donc ici, toutes et tous, en plus vous êtes dans des régions qui ne sont pas loin des frontières, vous êtes sur la Méditerranée, vous me partez à l'étranger. Je me demande même pourquoi vous continuez encore à écouter cette conférence. Vous devez tous être partis en disant « je vais ouvrir des nouveaux marchés ». Et vite, la France en a besoin. Je sens bien que ça ne suffit pas à vous motiver. D'ailleurs, il n'y a personne qui bouge. Je m'inquiète, cette histoire. J'ai raconté ça à Bruno Le Maire, je lui ai dit « dis donc, à Nice, non. » Il va me dire « mais si, tu vas voir. » Après, ils vont y penser, ils vont y aller. Donc il faut y aller. Alors il faut aller où ? Donc il faut que je fasse attention parce que vous avez noté que je suis très très bavard, c'est même le cœur de mon métier, mais du coup le temps passe. Alors, tant que je ne vois pas les gens qui partent, je vous préviens, je continue à parler. Vous pouvez être là jusqu'à 0 heure. Donc, alors, où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller là où il y a de l'argent, là où il y a de la richesse, là où il y a de plus en plus de richesse. Et donc là, on a parlé d'un truc incroyable qu'on a vécu, qui s'appelle Covid. Et là, je suis en train de vous parler d'un autre truc incroyable qu'on est en train de vivre. Ça fait beaucoup, c'est pour ça que vous allez être fatigués aussi à la fin, parce que je n'ai pas fini. Un deuxième truc incroyable qu'on est en train de vivre, c'est le changement géopolitico-économique du monde. Ça, toutes les générations ne vivent pas ça. Et même aucune génération vit ce qu'on est en train de vivre, nous. Où il y a de la croissance, où est-ce qu'il faut aller ? Où est, on va dire, l'Eldorado d'aujourd'hui ? Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait aller aux États-Unis, c'est là qu'il y avait de l'argent. Non, maintenant c'est fini. Il faut aller en Asie. L'Asie, c'est 4,5 milliards d'humains. Nous, en Europe, tout mouillé, on est 600 millions. Aux États-Unis, ils ne sont même pas 330 millions. Là où il y a aujourd'hui de la richesse, c'est là où il y a des hommes. Là, il y a des humains. L'économie est redevenue totalement humaniste. Les gens qui produisent de la richesse, maintenant, c'est des humains. Et donc, par conséquent, si vous voulez aller à un endroit où on va créer de la richesse, c'est aujourd'hui en Asie. À la limite, vous vous réservez pour le 22e siècle. Mais enfin, si c'est possible, quand même, pensez-y avant. Mais le 22e siècle, ça va être le moment où il y aura plus de monde en Afrique qu'en Asie. Le 22e siècle sera africain. D'ailleurs, les Asiatiques ne s'y trompent pas. Ils commencent à y aller beaucoup, en disant, nous, le 22e siècle, il va arriver. On est déjà dans la 3e décennie du 21e siècle, les choses vont vite. Mais donc, effectivement, pour le moment, c'est l'Asie. Plus tard, c'est l'Afrique. C'est plus l'Europe, c'est plus l'Occident.
D'ailleurs, depuis l'année dernière, c'est la première fois dans l'histoire économique que l'Occident n'est plus le principal créateur de richesse mondiale. Le PIB mondial est produit majoritairement en Asie. Donc ça veut dire que si j'ai des produits européens, en plus qui sont bien vus là-bas, ben, il faut que j'y aille, il faut que je les trouve comme acheteur. Alors attention, hein, c'est des acheteurs différents, ils ont une mentalité différente, ils ne pensent pas comme nous. Donc ça veut dire évidemment qu'il va falloir essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'effectivement, avant, j'avais tendance quand même à leur dire qu'il faut penser comme nous. On disait, bah, ces gens-là, ils mangent des hamburgers, ils portent des jeans, donc ils sont devenus occidentaux. Maintenant, on se rend compte, non, ils sont d'abord asiatiques. Ils ont un mode de pensée différent, et si je suis exportateur, que je leur dis bonjour, vous voulez bien être mon client, il va falloir que je rentre dans leur modèle de pensée plutôt que l'inverse. Si je vais très très vite, le modèle de pensée asiatique, mais hyper schématique, les gens qui sont spécialistes dans la salle vont m'en vouloir atrocement, mais quand même pour aller très très vite, nous, on est des Grecs, enfin je veux dire des philosophes grecs, vous voyez Platon, Aristote, Socrate, c'est-à-dire notre axe fondamental, c'est l'individu, la liberté de l'individu, la démocratie, la propriété, enfin tout ce qui va avec cette logique de l'individu. Les Asiatiques, donc là encore, vite, Sun Tzu, Confucius, etc., Lao Tse, ce sont des gens qui sont fondés sur le groupe. Tout est sur le groupe, sur la communauté. Vous entendez bien, vos gamins sont en train de devenir asiatiques par les réseaux. C'est-à-dire ils oublient la propriété, ils sont de moins en moins individuels, mais ils sont de plus en plus dans des communautés. Les grands mythes asiatiques, c'est quand tu es exclu d'une communauté. Ça, c'est une tragédie. Nos gosses, quand ils sont exclus d'un groupe WhatsApp, ou quand ils sont exclus, ou quand ils ont une mauvaise note quand ils vont monter dans un taxi ou dans un VTC, ils sont embêtés. On les regarde, on dit, on s'en fout, enfin, t'es chez toi, qu'est-ce que tu en as à faire? Mais non, papa, maman, tu te rends pas compte, on me voit pas bien. C'est asiatique, ça, typiquement asiatique. Quand on regarde, est-ce que la pensée de l'individu, la pensée de la liberté est supérieure à la pensée du groupe? Et ben, par exemple, quand on a eu Covid, on s'est rendu compte que les Asiatiques, ils n'avaient peut-être pas tort. Quand ils nous disent « Ouais, tu déposes un brevet pour un vaccin, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont malades et qui ne te paient pas, ils n'ont pas le droit d'être vaccinés ?» Alors là, l'année dernière, on a dit « Bah écoute, on va être asiatique, en fait, on comprend. Si le groupe en a besoin, on leur propose. » Oui, là, tu es asiatique. C'est ça, le changement. L'Asie, c'est le groupe. Ça veut dire sans arrêt, vous devez penser rapport de force, groupe à groupe. Il y a un groupe puissant, il y a un groupe faible. Le groupe faible, il cherche à s'allier avec d'autres groupes faibles contre le groupe puissant. Lorsque je suis à un groupe que je veux rentrer dans un autre groupe, j'essaie de le couper pour qu'il soit moins puissant. Quand moi, aujourd'hui, je regarde les Chinois, je dis « Ah là là, mais regarde, ils essaient de scinder l'Europe, ils attaquent l'Italie, la France et pas l'Union européenne. » Oui, bien sûr, c'est asiatique. Ça, c'est typiquement asiatique. Mais toi, quand tu es en Chine, tu t'imagines que la Chine, c'est un ensemble. C'est 1,4 milliard de gens complètement unis. Non, c'est plein de sous-groupes. Il faut juste que tu regardes. Et que tu regardes comment tu vas pouvoir utiliser éventuellement un sous-groupe contre un autre. C'est normal, c'est asiatique. Alors attention, il faudra probablement avoir des vrais Asiatiques avec toi, parce que tu vas avoir du mal à bien le percevoir. Tu n'es vraiment pas du tout dans cette logique-là. Si tu veux exporter là-bas, c'est ça. Rentrer dans la logique asiatique, comprendre comment ça marche. Regardez, derrière une apparence, toujours, on te donne l'impression que tu as un groupe uni. En fait, ce n'est pas vrai. C'est plein de petits groupes ensemble. Et donc, regardez comment tu vas t'allier avec un, comment tu vas regarder peut-être la faiblesse d'un autre, comment tu vas pouvoir rentrer dans un univers asiatique. Exporter, ça veut dire ça. Ça veut dire évidemment un gros effort. Ça veut dire probablement qu'il ne faut pas le faire tout seul. Il faut le faire tous ensemble. Pour exporter vers l'Asie, on en a absolument besoin. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Il faut que quand vous êtes en train de vous rencontrer là, vous parliez de vos expériences. Ce n'est pas un concurrent que vous avez à côté de vous, c'est quelqu'un qui a peut-être tenté une expérience en Asie. L'autre jour, j'étais avec des entreprises en France qui me disaient « Donc nous, Chine, Inde, on n'y est pas, on est en Indonésie. Vous pensez que c'est une bonne idée ?» Je dis « Évidemment, c'est une idée géniale. L'Indonésie, personne n'y pense. » Vous avez 250 millions de personnes quand même, quoi. Juste, vous voyez, les petits trucs en Asie, c'est quand même des entités absolument dingues. Le Bangladesh, ah bon, ça existe le Bangladesh? Bah oui, 200 millions de personnes. Ah oui, quand même. Ah oui, bah oui. Là, quand tu es en Indonésie, c'est le grand pays après le Japon, la Corée, la Chine et l'Inde qui a une croissance extraordinaire et un PIB à plus de 1000 milliards. Donc oui, tu as raison d'y aller. Mais tant qu'à faire, parle-en aux copains. Là, quand tu es en Europe, quand tu es en France, quand tu es dans une chambre de commerce, quand tu es à La Réunion, ici, là, à Nice, au lieu de parler de consommation intérieure, commence à parler là. Nous, on a commencé à y aller là-bas. Oh là, c'est compliqué, on va t'expliquer. Là, il y a un tel qu'il faut aller voir, etc. C'est ça qu'il faut faire. Je m'allie à l'intérieur du groupe avec d'autres qui sont déjà là-bas pour voir comment on fait, comment on peut y aller ensemble, comment éventuellement on va penser asiatique pour se dire maintenant c'est l'avenir de notre monde.
Donc ça, petite recommandation au passage. Alors sachant qu'évidemment, l'Asie va bouger. Donc je disais, on n'a pas tant connu que ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai d'ailleurs, entre parenthèses. Philippines, j'ai combien? Vous me donnez combien encore? 3 minutes? Je ne sais pas quelle heure il est. Moi, je suis là en complète... Ah, 6h30, top. Alors là, c'est bien. Donc très bien. Alors donc, je vous parle là par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est le changement de leader mondial. Il faut quand même l'évoquer. Je vous ai donné des indications, il faut aller exporter, machin, etc. Et en même temps, toujours pareil, hein, en même temps ou simultanément, alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, et simultanément, vous entendez des mauvaises nouvelles. Vous voyez la couverture d'un hebdo la semaine dernière, on voit des bateaux de guerre, Chine, États-Unis. Ben oui, parce qu'on est en train de vivre le changement de leader mondial. La Chine remplace les États-Unis. Et répétons-le, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas un truc du futur, c'est fait, c'est en train de se faire et c'est en train de s'accélérer depuis Covid. Bon, on est d'accord, hein, en PIB, les États-Unis 21 000 milliards de dollars, la Chine 16 000 milliards de dollars. Donc les Chinois sont toujours numéro 2. Bon, numéro 3, c'est le Japon, hein, c'est que à peu près 5. 5,1. La Chine, 16. On est d'accord. Hein, là, vous avez un énorme écart entre le deuxième et le troisième. Juste pour mémoire, en 2000, c'est-à-dire en 2000, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans, la Chine rattrape le Japon. Il était à 4,9 à l'époque. Le Japon a fait 0,2 en 20 ans. La Chine a fait 11. 1000 milliards de dollars en plus tous les ans. Donc autant vous dire que gober les États-Unis considèrent que ce n'est pas un problème, que c'est même déjà fait. La question pour les Chinois, ce n'est pas le problème américain, c'est le problème indien. Parce que les Chinois ont une démographie, ont un mode de fonctionnement dans lequel ils se disent on peut avoir un essoufflement assez rapide. L'Inde, à côté de chez nous, c'est le voisin, sur l'Himalaya, 1,3 milliard de personnes, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus axée sur une logique de développement par rapport au XXIe siècle. Et donc ces gens-là sont dangereux. Les tensions ont commencé là-bas. Les Chinois sont en train de dire, nous on va sécuriser la mer de Chine, c'est pratiquement déjà fait, et on va ensuite commencer à essayer de... Je n'ose pas utiliser le terme, vous allez prendre que c'est penser que c'est un jeu de mots. Et d'ailleurs, quand j'y pense, ça peut être un jeu de mots, mais si allez, j'utilise, c'est un terme français, vont essayer de brider les Indiens. Oui, je suis d'accord, c'est pas drôle. Mais bon, voilà, j'en ai pas eu d'autre qui m'est venu. Donc, vont dire, et c'est ce qui s'est passé dès l'été dernier. L'été dernier, pour la première fois depuis 1968-69, époque où nous avons une guerre qu'on n'avait même pas, on s'en souvient même pas, nous, c'était une guerre entre l'Inde et la Chine. C'est la première fois depuis l'année dernière, depuis 1968-69, en juillet 2020, que les armées chinoises et indiennes se battent entre elles, sur l'Himalaya. 100 000 de chaque côté, on est d'accord, hein, 1 300 000, 1 400 000, une petite armée, un tout petite troupe là-bas, c'est 100 000 personnes. Bon, comme ils avaient des accords de jamais utiliser une arme à feu dans l'Himalaya, ils se sont attaqués à l'arme blanche. Mais il y a eu beaucoup de morts. C'est pas bon. C'est pas bon, évidemment, parce que quand vous avez des changements de leaders mondiaux, vous avez des moments de tension. Peut-être que c'est intéressant quand même d'évoquer dans l'histoire les autres changements de leaders mondiaux qu'on a pu connaître et les expériences qu'on peut en retenir. Le changement de leader mondial avant Chine-États-Unis, c'était États-Unis-Angleterre. Enfin, au Royaume-Uni, mais enfin surtout Angleterre. Pardon pour les Irlandais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 1915. Vous voyez, le moment où l'Europe se suicide, avec une guerre mondiale, toujours évidemment, hein, c'est pas bon, hein, c'est à ce moment-là qu'en général on fait des bêtises. On a une grande guerre mondiale, les États-Unis deviennent leader mondial, ce qu'ils ne vont pas accepter tout de suite. Ils ne vont pas vouloir. Un leader mondial, pour être leader mondial, il faut le vouloir. Les Chinois, c'est la première fois dans l'histoire qu'ils le veulent vraiment. Les États-Unis en 15, ils ne veulent pas. Et ils vont être pendant 30 ans isolationnistes, protectionnistes. Dans les années 20-30, les États-Unis sont trumpistes. Ce qui est intéressant, hein, les cycles se referment aussi de la même façon qu'ils s'ouvrent. C'est parce que ça va donner une deuxième guerre mondiale qu'ils vont dire qu'il faut qu'on arrête les bêtises, il faut qu'on assume notre statut de leader mondial. C'est ce qu'ils vont faire à partir même pas de la guerre. Pendant la guerre, ils vont faire cette grande conférence dite de Bretton Woods dans laquelle ils vont organiser le monde, en tout cas le monde occidental, avec leur domination. C'est pour ça que les Chinois, d'ailleurs, sont souvent en train d'utiliser le terme 30 ans. Il va falloir 30 ans pour que le monde accepte notre domination. Ce n'est pas par hasard, c'est 15-45. Ils disent que ça va être la même chose, là, cette fois-ci. Avant 1915, les Anglais sont leaders mondiaux pendant tout le 19e siècle. C'est la reine Victoria, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ils sont leaders mondiaux depuis quand? Depuis 1815.
Et là, je vois, personne ne réagit. En Angleterre, tout le monde rigole et dit Waterloo. Bah oui, mais nous, on a oublié Waterloo, on a oublié Alésia, d'après Astérix, et on a oublié Waterloo aussi, c'est normal. Hein. Donc, effectivement, les Anglais battent les Français, qui est le leader mondial précédent. La France est leader mondial pendant tout le XVIIIe siècle, grosso modo depuis 1715. Vous voyez, ça marche. 1715, c'est... Non, là, personne ne s'en souvient non plus, hein, la mort de Louis XIV. Louis XIV meurt en 1715, mais surtout en 1714, il a mis à la tête du trône d'Espagne un Bourbon. Et donc là, en fait, il est leader mondial puisqu'il a épuisé le premier leader mondial de l'histoire, l'Espagne. L'Espagne, grosso modo, leader mondial depuis 1492, hein, la découverte de l'Amérique, 12 octobre, qui est toujours d'ailleurs, entre parenthèses, la fête nationale espagnole. L'Espagne, le premier empire sur lequel le soleil ne se couche jamais à l'époque, c'est intéressant peut-être pour terminer autour de ce panorama rapide, l'Espagne qui va voir son leadership mondial peu à peu s'effondrer en raison d'une crise intérieure. N'oubliez pas, ce n'est pas tellement le successeur qui devient leader mondial que son prédécesseur qui décline. L'histoire des changements de leader, c'est d'abord l'histoire du déclin du leader mondial précédent. L'Espagne commence à décliner dès 1650, énorme crise économique. Vous allez dire, pourquoi il nous fait de l'histoire là ? C'est intéressant par rapport au début de ma présentation. C'est quoi 1650 ? C'est le siècle d'or de l'Espagne. Louis de Funès, Yves Montand, pour les gens pas trop jeunes dans la salle, mais même les jeunes parfois regardent en dessous. Il est quel or, Monsignor ? Il est l'or de Boulogne. Vous voyez, l'or qui coule à flot. L'or qui coule à flot, c'est quoi ? L'or qui arrive d'Amérique. Pendant 30 ans, au XVIIe siècle, les réserves d'or en Europe sont multipliées par 3. Parce que les Espagnols importent de l'or américain. Les réserves d'argent sont multipliées par 7. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à l'époque, les gens croient qu'ils sont riches parce qu'ils ont de l'argent, de l'or. Vous m'entendez bien ? Ils croient qu'ils sont riches parce qu'ils ont de l'or et de l'argent. Vous m'entendez bien ? On est avec les taux négatifs en ce moment. On est avec la planche à billets. On s'imagine qu'on est riche parce qu'on a beaucoup de cash dans la trésorerie. Vous êtes riche quand vous produisez de la richesse. Quand vous avez de l'or ou de l'argent et que vous n'avez pas produit de richesse, vous croyez que vous êtes riche, mais en fait, vous êtes pauvre. Ce qui va se passer à l'époque, c'est que l'Espagne s'arrête de bosser. L'agriculture espagnole s'arrête. Parce que les gens ont de l'or. Yves Montand, Louis de Funès, ils disent on n'a jamais été aussi riche, tout va bien. Donc on est riche, c'est pas la peine de bosser, on est riche. Ah oui, non, t'es pas riche parce que tu produis plus de richesse. Ce qu'ils vont faire au départ, c'est qu'ils vont exporter l'inflation. Comme ils produisent plus, ils achètent à l'Europe en disant oh, on a besoin d'agriculture, on n'en fait plus. Ah oui, d'accord, mais t'as de l'or. Et puis au début, les gens disent wow, ils nous envoient de l'or. Puis après, ils disent mais comment ça se fait qu'il y a autant d'or ? Les prix montent. Et on se retrouve avec ce problème-là. Déclin du premier empire mondial, parce que l'empire a arrêté de produire la richesse, mais produisait de la monnaie. Les grands empires meurent quand ils commencent à devenir que financiers, parce que la finance, ça n'a jamais créé de la richesse. La finance qui accompagne la richesse, super, la finance pour elle-même, ça ne sert à rien. Et donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que l'Espagne va s'effondrer, va perdre sa richesse et ne la retrouvera jamais. À la fin de l'Empire espagnol, l'homme le plus important d'Espagne, c'est l'amiral de la flotte, celui qui amène l'or et l'argent. Alors lui, on dit, il est génial. Vous dites, ils étaient dingues. Ben nous, l'homme le plus important, ou la femme, alors, je dis l'homme, c'est pas genré, hein, surtout, mais l'homme ou la femme la plus importante, d'ailleurs en Europe c'est une femme, la plus importante de notre époque, c'est l'amiral de la flotte, c'est-à-dire le banquier central. Les marchés réagissent à ce que va dire Christine Lagarde ou ce que va dire, on va dire l'ensemble des banquiers centraux de la planète. Quand nous avons effectivement le banquier central américain qui risque de changer assez vite au passage, qui parle, eh bien vous avez Wall Street qui baisse ou qui descend. C'est l'amiral de la flotte. Cet homme-là n'a jamais créé de richesse pourtant. Vous voyez d'ailleurs, si un banquier central crée de la richesse, Jean-Claude Trichet ne m'en voudra pas, il ne serait pas banquier central évidemment. Vous faites banquier central parce que vous ne savez rien faire d'autre. Quand vous créez de la richesse, vous êtes ici dans la salle à Nice, vous n'êtes pas banquier central. Eh bien nous, chez nous, c'est devenu l'homme le plus important. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que nous avons perdu la logique de la création de richesse. Alors, dans le temps qui me reste, je vais maintenant vous parler de choses positives parce que je sens que je vous ai quand même un peu plombé l'ambiance. Là, à quel moment il va être positif ? Donc là, maintenant, rassurez-vous, j'aborde la partie où vous allez avoir la banane. Où vous allez dire « enfin, on arrive là ». Mais vous voyez, je vous ai quand même dit tout ça pour que ce soit crédible quand je vais être positif. Donc maintenant, je vais vous parler du dérèglement climatique. Petit rire nerveux dans la salle en disant « ah oui ». Donc, ah bah oui, c'est quand même
l'élément fondamental. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est rien à côté de ça. Là, on a parlé du passé, maintenant on va parler du futur. On est chef d'entreprise, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. D'ailleurs, juste avant, vous aviez Bettina Laville, présidente de Comité 21, qui était votre invitée. C'est quelqu'un qui ne cesse de parler de ce problème avant même que tout le monde en parlait autrefois. On est d'accord, Bettina, hein? Donc, effectivement, nous sommes avec, je dirais, ce grand défi de notre époque. Alors, vos petits rires nerveux me rappellent évidemment un étudiant que j'ai eu au début de l'année. Quand je dis au début de l'année, c'est-à-dire en septembre-octobre. Grande école, très beau profil, gamin de 21 ans. Je devais leur parler de la dette retraite. Et le gosse, il me dit, avec un petit sourire grinçant, un peu le même que tout à l'heure, la dette retraite, nous on s'en fout, de toute façon on sera tous morts. Alors là, je dis soit il a un humour noir, soit en fait il le pense vraiment. Et je me rends compte que dans la salle, tous les gamins pensaient la même chose. Que d'ailleurs, vous à la maison, vous avez probablement, si vous avez des ados qui sont en éco-dépression. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'aller bien, mais si vous les interrogez, ils vont dire non, mais je pense que la planète va mourir, je pense que l'humanité va s'arrêter. Mais non, mon chéri, je t'assure, regarde tous les sites, regarde tous les gens de mon âge, ils pensent tous ça. Et d'ailleurs, c'est votre faute, vous, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Vous avez fait péter la planète. Donc là, quand j'étais avec mon gamin, je dis, bon, ok, je pose le dossier dette retraite et je vais commencer à te dire pourquoi moi, je ne suis pas pessimiste. Pourquoi je pense que tu as tort. Alors là, honnêtement, il dit, bah, j'attends. Hein. Il n'était pas du tout persuadé qu'il allait arriver. Pour vous dire, ça se finit super bien, mon truc, parce qu'à la fin, les gosses m'ont dit, vous pouvez revenir là pour nous parler de la dette retraite? Donc vous allez voir. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, à la fin, ils ont dit, finalement, ça m'intéresse. Donc ça veut dire évidemment qu'ils ont été convaincus. Donc, peut-être ou peut-être pas. Alors, je commence par quoi? Par leur dire, pourquoi je ne suis pas pessimiste? Pourquoi tu ne dois pas être pessimiste? Parce que tu dois entendre quelque chose que mon métier me permet de savoir. Mon métier, c'est être prof d'université dans une science très molle, l'économie, on appelle ça une science molle. Hein. En fait, c'est surtout mou, c'est même pas beaucoup scientifique, il faut reconnaître. Hein. Donc, mais dans cette science molle, l'avantage, c'est que je côtoie des vrais scientifiques, ce qu'on appelle les sciences dures, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des médecins, des gens qui travaillent vraiment sur la science. Et bien là, quand tu fréquentes les grands patrons scientifiques, français, européens, mondiaux, tous, il n'y en a pas un qui ne va pas te tenir le discours suivant. Je vis une époque que je ne pensais pas vivre de mon vivant. Je vis des avancées absolument incroyables, absolument prodigieuses. Ce qui se passe du point de vue scientifique au XXIe siècle est quelque chose qui défie l'entendement. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais ce discours, ils me disent « Merci de le dire parce que c'est vrai qu'on se rend compte, nous aussi, dans nos familles, dans notre entourage, les gens n'arrivent pas à le percevoir, tellement c'est incroyable. » Juste, si je dois vous donner une sorte d'exemple de ce qui est en train de se passer. Fin des années 90, 99, juste avant 2000. Je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux dans la salle qui étaient déjà nés, parce qu'il y a des jeunes aussi dans la salle, des millénials, pas beaucoup quand même, mais enfin bon, il y en a au fond, hein, je vois bien. Donc 2000, 2001, 99, vous avez une grande réunion, je crois que c'était 2000 d'ailleurs. 2000, grande conférence de presse entre Tony Blair à l'époque, Premier ministre anglais, et Bill Clinton, président américain. Ils annoncent quoi? Des deux côtés de la planète en même temps, le décryptage du génome humain. Un truc énorme. En disant là, la science a fait un progrès absolument considérable. C'est Christophe Colomb, c'est un truc aussi important que ça. Comment on a décrypté le génome? Depuis 25 ans, les meilleures équipes scientifiques, les plus gros moyens mathématiques ont été mis en place pour faire des quantités et des quantités de calculs qui permettent de vous dire, voilà, maintenant, le décryptage du génome est fait. Alors, on n'a pas eu tout de suite les effets attendus au passage, hein, mais on va dire que, vous voyez, le vaccin ARN, c'est un héritage de ça. C'est un truc absolument prodigieux, incroyable. 25 ans d'efforts de toute la communauté scientifique mondiale qui a travaillé ensemble sur cet énorme projet. 25 ans d'efforts, 2000. 2000, on est d'accord, la France était déjà championne du monde de foot. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps. Zidane avait juste des cheveux hein, par rapport à aujourd'hui, mais sinon, c'était le même. Donc, ça ne fait pas longtemps, vous en souvenez, 2000. Eh bien, ce qu'il fallait 25 ans de toute la communauté mondiale pour faire du calcul il y a 20 ans, c'est-à-dire au moment où on crée Salon d'ailleurs, hein, 25 ans de calcul, peut-être c'était la première conférence. Aujourd'hui, vous m'écoutez bien, il faut un quart d'heure. L'évolution scientifique vertigineuse, c'est ça. C'est que ce qu'il a fallu 25 ans de calcul partout, des plus gros ordinateurs du monde, aujourd'hui en un quart d'heure, c'est fait.
Là, quand vous dites ça, vous dites « mais en fait, j'arrive même pas à l'imaginer ». Ce qui se passe dans la science est inimaginable, défie l'entendement. Ça défie l'entendement autour de quoi, fondamentalement? Autour de la science des data. L'énorme bouleversement de notre époque, c'est les big data. Vous voyez, d'ailleurs, les Américains disent « big data is the new oil ». Ce qui, quand on est dans le dérèglement climatique, n'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs, au passage, mais enfin, si, c'est dire, c'est une révolution aussi importante que le changement du pétrole, l'arrivée du pétrole dans l'économie. La data. Les grandes révolutions mathématiques commencent à ce moment-là, alors autour des choses, algorithmes, etc., qu'on connaissait, mais qui vont néanmoins avancer à une rapidité incroyable. Toutes les sciences aujourd'hui qui sont en explosion littéralement, tellement on est en train de trouver des choses incroyables, c'est autour de la data, autour de la big data. Ça nous ouvre de perspectives absolument prodigieuses dans toutes les grandes disciplines scientifiques. Et ça nous ouvre aussi des perspectives tout à fait incroyables dans le fonctionnement de l'humain au quotidien. C'est-à-dire effectivement dans quelque chose qui bouleverse non seulement, on va dire, la science, non seulement la technologie, mais la vie des entreprises. Alors là, mon gamin, qui est éco-dépressif, je vous rappelle, bon, effectivement, ça l'interpelle. Il dit, ah ouais, c'est intéressant quand même, je ne savais pas, oui, bon, quand même. Bon, mais en quoi ça doit me remonter le moral? Ben, je lui dis, quand tu as une révolution scientifique, tu peux avoir une révolution économique. Ou plutôt d'ailleurs, tu ne peux avoir une révolution économique que si tu as une révolution scientifique. Les temps dans le passé où on a bouleversé le système économique, c'est les temps de grandes avancées scientifiques. Les dernières grandes avancées scientifiques, c'est jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, depuis il n'y en a pas eu. Le système économique est resté le même. Là, si tu changes, on va dire, l'horizon scientifique, tu vas commencer à avoir un espoir de changer le modèle économique. Alors, et dire, ah oui, ah bon. Et là, on pourrait espérer avoir quelque chose qui soit, oui, développement durable. D'accord, alors expliquez-moi. Donc j'explique. Le changement de modèle économique, en fait, il a commencé. Il a commencé autour de ces avancées prodigieuses big data. Mais d'ailleurs même, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en réalité, quand on est en train de parler de ça, on parle de l'avancée la plus importante du cerveau humain de notre époque, que cette avancée, comme à chaque fois que ça s'est produit dans l'espèce humaine, elle influe, on va dire, la vie de tous les gens et le fonctionnement de l'humanité. Si je vais très très vite, les big data, c'est quoi? La façon dont on est rentré dans les grands chiffres, c'est de dire, au lieu de rassembler tous les chiffres, je les traite là où ils sont. On a ce qu'on appelle des nœuds de données, l'approche nodale. Je traite les data simultanément où elles sont, et là, quand j'ai le traitement global, je peux avoir un traitement sur l'ensemble des data. Et bien, figurez-vous que cette approche nodale, c'est-à-dire au lieu de tout rassembler, je traite tout là où c'est exactement ce qu'on voit partout dans l'humanité déjà. C'est-à-dire l'humanité s'aplatit. L'humanité est en train de dire non, je rassemble plus les trucs comme je faisais pendant 250 ans, pendant la révolution industrielle où il fallait que je rassemble les gens pour produire puis pour consommer. Maintenant, je dis tu peux les traiter, tu peux fonctionner là où tu es. Concrètement, ça veut dire que dans les entreprises, ça y est, on y est. La hiérarchie s'aplatit. On supprime les nœuds hiérarchiques. On est en train de ressembler de plus en plus à l'approche mathématique qui est aussi la grande révolution de notre époque. Donc tout ça pour vous dire, si vous résistez dans votre boîte, là, vous êtes complètement à contretemps. Si vous êtes dans une logique de décentralisation, de déconcentration, vous êtes dans le vrai. On est d'accord, hein? Là, lorsque vous avez un président français qui est élu sans parti politique il y a 5 ans, vous êtes exactement là-dedans. Déconcentration, suppression du truc pyramidal. Ah oui, c'est une autre illustration, parmi tellement d'autres. Alors mon gamin, toujours en disant, bon, ok, je vois, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire par exemple que quand tu as des gens qui travaillent dans le service, tu n'es plus obligé de les rassembler. Tu n'es plus obligé d'utiliser les grands principes de l'usine d'avant. Tu peux fonctionner à plat. Où ils sont, ils vont avoir à travailler. On est d'accord que ça change tout, hein, c'est-à-dire vraiment, ça change tous les paradigmes que tu avais jusque-là. Mais figure-toi que c'est possible avec les technologies qui se développent autour des big data. Alors le gosse là, il commence à être un peu interpellé. C'est-à-dire alors, c'est-à-dire tu les fais plus bouger matin et soir pour aller au boulot. Tu vois, quand tu étais dans l'usine, quand tu avais les ouvriers de l'usine Renault, eh ben, ils venaient matin et soir. D'ailleurs, tu as des films montrant, voilà, Boulogne-Billancourt, c'est des gens qui viennent matin et soir. Du coup, j'ai des métros, j'ai des trains, j'ai des pavillons de banlieue. Et les gens viennent à l'usine matin, ils repartent le soir. Voire même, éventuellement, ils restent dans les 3-8. À partir du moment où tu les fais plus bouger, évidemment, ils ne bougent plus matin et soir.
2, tu n'as plus besoin de métro, tu n'as plus besoin de pavillon de banlieue, tu n'as plus besoin de rien du tout. Tu aplatis l'humanité et tu changes complètement dans ton mode de fonctionnement. Vous dites, oui, non, mais juste dans le service. Oui, dans le service, c'est vrai. Ah oui, alors peut-être je continue dans ma démonstration. Le service, d'ores et déjà, c'est 75% du PIB mondial. 75%. Il reste 25% pour l'industrie et l'agriculture. En France, c'est 85%. Je dirais même 87%. C'est le service. Mais d'ailleurs, quand je dis ça, c'est faux. Hein, parce que quand je suis en train de vous parler de la R&D de PSA, c'est considéré comme de l'industrie. Alors, c'est pas vrai, c'est pas de l'industrie, c'est du service. Quand je suis en train de vous parler du marketing de l'entreprise SEB, c'est du service, c'est pas de l'industrie. Donc là, on est bien avec déjà, en réalité, un minimum à 75%, voire 80-85% comme la France, du service. Si tu proposes un autre modèle dans le service, oulala, à l'échelle mondiale, ça fait beaucoup de gens et beaucoup de pratiques qui changent. Ton aplatissement, il peut aller très très vite. Il peut bouleverser complètement le mode d'organisation de la planète. On est dans quelque chose d'absolument prodigieux. Et là, effectivement, on est quelque chose qui peut permettre d'avoir une vraie réflexion sur la question du dérèglement climatique. Les gens ne fonctionnent plus comme avant. Quand tu n'es plus obligé d'aller au boulot matin et soir, tu n'as plus besoin de voiture, tu n'as plus besoin d'autoroute. Là, tu es dans de la décroissance, ouais, on va dire. Enfin, ce n'est pas vraiment de la décroissance, en fait. C'est une décroissance d'avant et une recroissance d'après. C'est-à-dire que tu as peut-être besoin, en réalité, de bureaux à côté des gens pour qu'ils puissent aller au boulot tranquillement le soir. Tu peux avoir un mode de fonctionnement complètement différent où là, tu as une autre croissance et tu as une décroissance d'avant. On n'est pas du tout dans la décroissance punitive. On est dans un changement, un bouleversement complet de croissance, de représentation de la création de richesse. Alors le gosse, évidemment, il va me dire « Oui, mais là, ce dont vous parlez, ça ne concerne que les grandes unités. » Puis, ah, ok, mais ça va prendre des années pour que ça arrive, ça. J'aurais perdu l'espoir bien avant. Et là, je vais lui dire deux choses. Je vais dire, détrompe-toi, ça ne concerne pas les grandes unités, ça concerne d'abord les petites. Parce que ce qui est en train de se passer, là, cet aplatissement, tu le vois sur le terrain. Sur le terrain des PME, pas tellement sur le terrain des grandes boîtes. Les grandes boîtes, par définition, elles ne bougent pas, par définition, elles sont pyramidales. C'est les petites qui sont les plus agiles, qui sont les plus en train d'inventer ce nouveau modèle. D'ailleurs, les petites, ce sont elles aujourd'hui qui deviennent le modèle des grandes. Les grandes disent, si je veux développer de l'innovation, je ne le fais pas dans ma grande entreprise, je le fais dans une petite structure, un spin-off, un élément que je vais racheter en disant, ces gens-là sont beaucoup plus dynamiques que moi. Attention, hein, tu peux te tromper en faisant ça. Tu peux te tromper très très vite. À un moment donné, Sanofi a dit, tiens, il y a une boîte qui m'intéresse qui s'appelle Moderna, elle n'est pas chère, je faudrait que je la rachète. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'inverse. C'est Moderna qui peut racheter Sanofi. Et le problème d'ailleurs, c'est que Moderna ne pense pas à racheter Sanofi et même ne veut pas racheter Sanofi. C'est le gros problème de Sanofi, pas du tout de Moderna. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la petite boîte, elle peut être tellement innovante qu'en réalité, elle va rendre obsolète la grande. C'est bien sur le terrain que ça se passe. Et quand je suis en train de vous parler ça, la révolution de la data et du service, ça concerne toutes les activités. Il n'y a pas d'exception. Vous avez un doute? Vous dites, ouais, non, mais il est bien gentil, là, mais moi, ça ne me concerne pas. Eh bien, j'avais exactement ce discours-là il y a 20 ans. Enfin, je l'entendais en face de moi. Non, mais attendez, moi, je suis artisan. Donc là, je ne suis pas du tout dans votre révolution. Vous êtes artisan, mais artisan quoi? Artisan taxi. Ah oui, c'est intéressant. Oui, vous pensez que vous n'êtes pas concerné par la révolution de la data? Non, non. Un taxi, c'est toujours la même chose depuis que le monde est monde. Hein, il amène une personne d'un point A à un point B. Et que je sache, il y aura toujours une voiture, la personne et le gars qui conduit au milieu. Je suis d'accord avec toi, il y aura toujours ça. Mais si tu commences à rentrer Uber, ah oui, c'est un tout petit truc quand même, mais tu vois, c'est un truc important. Eh bien, ça veut dire que ton métier, qui est toujours le même, il est complètement bouleversé. Sa chaîne de valeur n'est plus la même. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas que vos métiers ou que vos activités sont mortes. C'est juste que la chaîne de valeur va exploser. Que si vous êtes chauffeur de taxi d'il y a 20 ans, vous êtes mort. Si vous êtes en train de dire « je comprends, j'intègre et j'essaie d'anticiper », c'est vous qui allez être Uber. Et ça change tout. Aujourd'hui, tous les métiers, absolument tous, sont concernés. Je vous parlais de Seb et Cully tout à l'heure, à côté de Lyon. Très belle entreprise industrielle. Il m'invite l'autre jour pour parler de mon livre, justement, dans lequel je présente ça, le dernier que j'ai fait, Grand basculement, je fais quand même la pub au passage, ça c'est Ancien Monde, mais pas mal. Hein. Et donc il me dit, on a lu ça, ouais, on voulait vous en parler. Donc le directeur général, le président qui m'invite à un petit déjeuner très très copieux, donc vous hésitez quand même à être désagréable avec des braves gens qui sont sympathiques au demeurant. Je leur dis, bah oui, mais vous savez, c'est la data qui est en train d'être le nouveau vecteur de valeur. Je sais que vous êtes une entreprise industrielle et que, hop, arrêtez, vous nous faites très plaisir. Ça y est, nous on s'est transformé en Apple. On vend des robots de cuisine, mais le robot de cuisine pour nous
n'est plus la finalité. Là où l'entreprise prend de la valeur, on voit les investisseurs qui sont prêts à racheter. C'est parce que le robot est un capteur de data. Parce que tous les gens qui cuisinent dans le monde, ils rentrent de la data dans le robot, ils disent à quelle heure ils cuisinent, ils disent quels ingrédients, ils disent ce qu'ils vont faire avec, combien de fois ils l'utilisent. Vous imaginez pas le nombre de gens qui sont prêts à nous racheter cette data? Absolument génial. Et oui, que ce soit les vendeurs de tomates, que ce soit les vendeurs de prises électriques, ou que ce soit les médecins, donc les assureurs, ils sont tous intéressés pour savoir ce qu'on mange. Et donc là, effectivement, ils étaient dans la data. Ils sont dans la data, ils ont muté. Ils ont bien commencé à changer leur modèle de valeur. Vous gardez le modèle de valeur d'avant en gardant le même métier, vous mourrez, vous êtes bon dans votre modèle d'avant et vous allez aller vers le modèle nouveau, vous allez devenir Uber. Attention, ça ne durera pas, parce que Uber meurt très vite. Quand vous avez beaucoup d'innovation, ne croyez pas que quand vous êtes au sommet, vous resterez au sommet. D'ailleurs, les GAFAM vont disparaître. Ils le savent tous. Ils le disent tous et on ne les croit pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à innover, parce qu'après, ils deviennent une grande boîte. Une grande boîte, c'est par définition bureaucratique. Quand on innove beaucoup, elle ne sait plus. Zuckerberg raconte, Facebook, je n'ai pas su créer Instagram. Imaginez, j'ai des chercheurs géniaux, ils n'ont pas su créer Instagram, ces imbéciles, je les paye très très cher, ils sont jeunes, ils sont formidables. C'est pas compliqué de se dire que les gens vont s'échanger des photos. Ils n'ont pas su. Heureusement, ils les ont rachetés. Après, mes chercheurs ne pensent pas à l'idée du groupe. Pourtant, l'Asie, on leur a dit que c'était ça, que le groupe... Ils ne pensent pas à créer WhatsApp. Je les avais payés encore plus cher, j'en avais encore plus, ils ne m'inventent pas WhatsApp. Heureusement, on l'a racheté. Mais Zuckerberg nous dit, je vais crever. Parce que, évidemment, mes chercheurs sont toujours aussi nuls, ils ne créent pas Snapchat. Mais mes financiers, qui jusque-là avaient été bons conseils, ils sont devenus nuls aussi, ils ne rachètent pas Snapchat. Il nous dit, je vais mourir. Et quand Jeff Bezos, Amazon, vous dit, je vais mourir, il a raison aussi. L'innovation est tellement importante, ma boîte est beaucoup trop grosse, elle n'arrive pas à niveau... Vous voyez, Zuckerberg, il nous dit quoi? Quand il nous dit ça un jour à Venise, il y a quelques années, en disant, ma boîte est en train de mourir. D'ailleurs, c'est intéressant, hein. Je veux dire, la façon dont, en fait, il a dit comment on va essayer de prolonger en devenant une monnaie. Une monnaie, c'est-à-dire en disant, je ne crée plus de la richesse, mais je représente la richesse. Pas idiot. En disant, de toute façon, je ne sais plus créer de la richesse, donc tant qu'à faire, je vais essayer de coller à la richesse en devenant une monnaie. Bon, Libra, pour le moment, peut-être encore en stand-by, mais on va voir qu'il va peut-être se développer. Quand effectivement vous êtes en train de regarder, par exemple Facebook, vous dites effectivement, objectivement, il a raison. À l'époque, donc, on lui dit, mais comment vous allez faire pour éviter ça? Et alors, il ne nous avait pas parlé de la monnaie. Il lui dit, la seule solution, ce serait que je me transforme d'une boîte de 80 000 personnes, ce qui était à peu près, vous voyez, ça fait combien d'années à peu près, une boîte de 80 000 personnes en une fédération de 80 000 entreprises. Et il nous dit, il nous rajoute cette phrase, rapidement, il faut que je fasse attention comme sur les citations, puisque je suis enregistré, il nous dit, je suis humaniste par nécessité, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, la taille humaine est ce qui fonctionne. Quand vous êtes en innovation très forte, parce que c'est l'endroit où vous pouvez prendre du risque. Dès que vous êtes gros, vous ne pouvez plus prendre de risque, parce que c'est l'organisation qui prend des risques, elle ne le supporte pas. L'humain le supporte, l'organisation, non. Donc vous êtes sur des terrains où vous allez innover sans cesse. On est d'accord? En plus, c'est comme ça que vous allez exporter. Et c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle richesse. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un mode de développement durable. Alors comment je vais être très très positif, vous convaincre que vraiment le discours que j'ai est totalement optimiste et totalement positif, c'est en conviant deux avocats. Deux avocats qui ont la réputation de ne pas être des poètes. Il y en a un dans la salle d'ailleurs, mais je vais parler pour lui. Et il y en a un autre, j'en suis le représentant. Le premier, qui n'est pas un poète, enfin sauf quand il sort de la caserne, c'est le militaire. Hein, ah oui, vous n'y attendiez pas à être convoqué. Hein, donc on a un militaire dans la salle, donc armé de l'air, donc qui voulait vous parler de l'intérêt du service de la garde nationale. Donc voilà, hein, donc je vous fais de la pub quand même pour que vous puissiez repasser ça quand on va avoir après le cocktail. Donc, le militaire, il arrive en vous disant, non mais le changement de monde, c'est déjà fait. Hein. Il y a 250 ans, si j'avais un ennemi que je voulais amener à négocier, je faisais quoi? Je mettais le feu à ses récoltes. Bah oui, l'économie était agricole. Le gars, il n'avait plus d'agriculture, il n'avait plus de richesse, donc il disait stop, on va peut-être arrêter, on va voir comment on peut peut-être arrêter à fonctionner ensemble. Il y a 70 ans, tu voulais amener un adversaire, un ennemi à négocier, tu bombardais ses usines. L'économie était industrielle, il n'y a plus d'industrie, tu dis bah oui, excusez-moi, il va peut-être falloir qu'on parle. Aujourd'hui, tu veux mettre une économie à l'arrêt, tu rentres dans ces réseaux d'information. On n'a pas vendu des sous-marins, enfin on aurait pu, mais de toute façon c'est pas grave, c'est des armes d'avant ça. Les bombes atomiques, oui, c'est peut-être intéressant, mais en fait non. C'est beaucoup plus intéressant de rentrer dans le réseau. Quand les Israéliens voient les Iraniens qui développent une bombe atomique, ils commencent par leur faire un big bug.
en disant, quand je suis dans ton réseau, tu as compris que tout s'arrête. Effectivement, les Iraniens, un matin, ils se réveillent, il n'y avait plus rien qui marchait, plus le réveil, plus le four à micro-ondes, mais la centrale électrique non plus. Et les Israéliens leur disent, tu as compris ce que c'est le Big Bug, Ça veut dire que tu envoies la fusée avec la bombe, imaginons vers nous. Ah non, pas forcément. Oui, non, mais imaginons. Si je te coupe le contact à ce moment-là, tu vois, la fusée elle est retombée où elle est partie. Tu as compris ? Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est toi qui vas l'avoir. Donc les Iraniens ont compris, ils ont commencé à développer une force pour rentrer dans les réseaux israéliens. Ah oui, c'est la nouvelle guerre, quoi. C'est la nouvelle armée, on y est déjà. C'est-à-dire, là, on a changé d'époque. Et les militaires, en général, ne sont jamais en retard là-dessus. Et ils nous disent, l'époque a changé. Et d'ailleurs, ils nous disent peut-être aussi, l'Europe n'est pas complètement prête là-dessus. Et l'Europe devrait investir beaucoup. Pour changer d'époque, on ne peut pas dire, on investit dans le truc d'avant et dans le truc d'après. C'est soit le truc d'avant, soit le truc d'après. On ne peut pas dire en même temps, décidément, simultanément, je vais continuer à investir dans les maréchaux ferrants, c'est-à-dire les gens qui mettent les fers aux chevaux, je précise parce que maintenant on a oublié, et en même temps dans les usines d'automobiles. Non, tu ne peux pas faire les deux, tu fais l'un ou l'autre. Alors tu vas dire au début, oui, les voitures c'est 2 chevaux. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça vaut ça. Oui, voilà, 3 chevaux. Ah oui, d'accord. Bon, après tu arrives 200 chevaux. Non, j'ai jamais vu 200 chevaux. Non, mais ça fait rien, on a changé de monde. C'est ça, l'idée c'était ça. C'est-à-dire tu dois t'habituer au fait qu'on ait changé de monde. On a changé d'époque. On y est. Et là, pour le coup, je convoque le deuxième avocat, le financier. Et le financier, il est en train de vous dire, on a trop de monnaie. On a créé une monnaie dingue. Il faut qu'on mette de la richesse en face. Alors, tu peux exporter, évidemment, c'est une première solution. Mais le mieux, l'idéal, ce serait que tu crées une nouvelle forme de richesse. Et le financier, il est en train de te dire, ça y est, on y est. Ce qui vaut cher, c'est la data. Parce que ça, j'ai compris, c'est le truc qui va valoir cher demain. Là, aujourd'hui, il te dit, Tesla, ça vaut 1000 milliards, Renault, ça vaut 4 milliards. Cherchez l'erreur. Renault produit 10 millions de voitures, Tesla 300 000. C'est quoi la différence ? C'est que Tesla, ils s'en foutent de produire des voitures. Tesla, ce qu'il a créé Elon Musk à la base, c'est une console pour capter la data de gens riches. Si vous avez vu une Tesla, vous voyez que ça. Vous avez une énorme console au milieu qui capte de la data. C'est une sorte de Apple en voiture. Il a mis autour une automobile, il peut mettre un vaisseau spatial. D'ailleurs, il le fait. Parce que là, c'est des gens très très riches avec beaucoup de data que lui donne la personne très riche qui est dans le vaisseau. Demain, ça peut être dans une maison, ça peut être dans un bateau, il s'en fout. C'est la data qui l'intéresse. Du coup, 1000 milliards. Parce que la finance dit oui, celui-là, il est dans la nouvelle valeur économique. Il est dans le nouveau mode de fonctionnement. Et l'autre ancien, il le dévalorise de plus en plus vite. Vous pouvez dire, mais quel dommage, quelle tristesse, mais on m'a dit qu'on allait relocaliser l'industrie. Oui, réfléchis bien. Parce que là, il y a peut-être une grosse erreur. Relocaliser, ça veut dire que tu ne veux plus fonctionner à l'extérieur. Or, on t'a dit la seule solution après Covid, c'est exporter. Et 2, l'industrie, tu es juste en train de te tromper d'époque. Tu regardes ton rétroviseur. Pour te faire élire, ça marche, les rétroviseurs. Les gens aiment bien qu'on leur parle du passé. Mais attention, là, dans le concours du rétroviseur, vous avez toujours quelqu'un qui parle d'un passé encore plus lointain, qui est encore plus nostalgique, si vous voyez ce que je veux dire. Non, peut-être pas trop, mais enfin, vous allez écouter les débats électoraux. Vous verrez, on va vous parler beaucoup du passé, que c'était beaucoup mieux avant. Mais si tu es en train de dire, il y a un problème de dérèglement climatique, le rétroviseur, il ne sert à rien. C'est devant qu'il faut regarder. C'est la nouvelle création de valeur. Les entreprises doivent être à fond là-dedans, tous les types d'entreprises. Et là, vous voyez, si j'ose vous dire ça, c'est que je crois être dans une salle où il y a cet ADN-là. Cet ADN de dire le changement de modèle, ça me passionne. D'ailleurs, en fait, je fais ça depuis que ma boîte est née. Je n'arrête pas de changer de modèle. Et là, ce que vous êtes en train de m'annoncer, c'est un changement de modèle prodigieux, dans lequel je peux espérer grandir de façon extraordinaire. Je vais avoir des financements incroyables. Mais c'est génial, c'est fabuleux. Là, ce que vous devez me dire, quand bientôt je vais m'arrêter de parler, qu'enfin on va pouvoir aller boire une coupe, c'est de dire, la seule chose que je regrette dans ce panorama que vous avez dressé, qui au début me faisait peur, vous me parlez de guerre, vous me parlez de crise, vous me parlez de trucs épouvantables, mais à la fin, quand je suis en train d'entendre ça, ce que je crois réellement, et ce que mon gamin a fini par entendre quand il était tellement éco-dépressif, c'est que la seule chose que je regrette, c'est pas avoir 20 ans en 2021. Merci beaucoup. Donc dans le monde d'aujourd'hui, on n'applaudit plus, on fait cœur sur Twitter. Ça suffit et éventuellement, on parle après. Donc, voilà.